Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir le chat. Alors attends que je retrouve le chat. J'ai perdu le... Non, c'est bon. C'est quoi cette musique de troubadour? C'est toi le troubadour. Merci Lobterheim. Merci Yas 2021. Merci pour ton temps de travail, camarade Usul. Merci à toi, camarade Yas. Bacaret, merci. Alors je parle encore chelou parce que j'ai pas bu mon café. Merci, je sais pas qui. Ensuite, c'est bon, on est bon là. 100% de train là. Non, merci Sartrouz aussi. Qui... Eh bah oui, bah fait tomber le journal, oui. Sartrouz, et puis voilà. C'est... Non, c'est pas tout, je sais pas, attends, faut que j'aille voir. Excusez-moi, hein, je suis pas réveillé de ouf. Mais je vais me réveiller de ouf. Mais il y a plein de salauds là, c'est bien ça. C'est très bien tout ça, c'est bien, ça vaut le coup de venir. Donc, hop, je vais descendre. Laissez-moi... Merci GW12000, voilà. GW12000. Merci ensuite à Diogène de Dog. Merci Diogène de Dog. Merci à... Cobb the Rock Creature qui a claqué son prime. Merci Sidney Govou la légende. Bonsoir le côté des travailleurs. Et Nat Redzim pour ton 9e mois tout de même. Notre Robespierre qui me raide avec un groupe de 5. Bonjour à vous 5. Bonsoir Zargad, bonsoir Zarguette, bonsoir êtes-vous pour ou contre le climat, voilà. Alors, le programme de ce soir, avant la dernière partie, parce que là, la première partie, c'est la revue de presse, hein, tout simplement. Merci Kakiwin, pour ton abonnement de niveau 1. Donc j'avais dit que je streamerais hier, puis j'ai pas streamé hier finalement, je stream aujourd'hui à la place. Et du coup, 2 fois plus de double dose de fun, hein, puisque voilà, on va sans doute faire un chapitre 1, lire le chapitre 1 de ce bouquin. La guerre des mots, Nicolas Framont, Selim Derkaoui, préface de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, mais bon, on a dit elle est cancel, on n'a pas le droit, mais c'est pas grave, on a quand même La guerre des mots, combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie. Et ce bouquin revient entre autres sur le choix du mot. Le choix des mots bourgeois, pourquoi pas bourgeois, qu'est-ce qu'on entend par bourgeois? C'est une question qui vous travaille souvent dans le chat. J'ai souvent des gens qui viennent me dire qu'est-ce que t'appelles bourgeois? À partir de quand je fais un bourgeois? Enfin, vous me cassez les couilles avec des conneries comme ça. Merci Victor Dos Santos. De toute façon, ça se trouve, Usul, c'est toi le bourgeois. Bon, c'est des gens qui n'ont pas trop compris, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas habitués à penser en termes de classe, donc vous pensez en termes d'individus, de propriété individuelle. Mais vous n'êtes pas tous comme ça évidemment. En tout cas, on va revenir là-dessus dans ce bouquin. Il se trouve que c'est Nicolas Framont. Nicolas Framont, c'est aussi le rédac-chef de la revue Frustration, il me semble, ou le directeur. Et la revue Frustration, que vous connaissez peut-être. Et il m'a envoyé son bouquin. Et ensuite, il m'a réécrit sur Twitter. T'as eu le temps de le lire? Eh ben non, j'ai pas eu le temps de le lire. Je lisais d'autres trucs. Je suis désolé. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de le lire. Donc je vais le lire avec vous. Et je verrai avec vous si je le continue, si je le finis. Respectivement, journaliste et sociologue de formation, Selim Derkaoui et Nicolas Framont. Donc Selim Derkaoui, ça doit être le journaliste, et Nicolas Framont, le sociologue. Son co-rédacteur en chef de Frustration, magazine de critique sociale pour le grand public, auquel participe Antoine Glorieux, qui a illustré ce livre. Oui, parce qu'il y a des illustrations dedans. Des petits dessins, vous voyez. Voilà, donc voilà. Bon, moi, on m'envoie des trucs pour faire la promo. Je fais la promo. Mais il est vrai que je l'ai pas lu. Et... Comme je dis, chapitre 1, ça veut dire qu'on va pas lire la préface, on va pas lire non plus l'introduction. On rentre direct dans le bouquin, chapitre 1. Voilà, ça c'est ce qu'on fera en deuxième partie de soirée. J'ai raté... Allez, encore des... Voilà, les bourgeois, machin, le problème c'est pas l'embourgeoisement, bah je sais pas, moi j'ai pas de problème à m'embourgeoiser. Peut-être toi t'as un problème avec mon embourgeoisement, c'est une autre question. Merci Saxol, le saxophoniste. Merci pour ton taf, bonne fête. Interligne, merci. Moi je vous souhaite l'embourgeoisement à tous d'ailleurs. Tiens, je vous souhaite à tous l'embourgeoisement.
Puis un bourgeois sans patrimoine, est-ce que c'est vraiment un bourgeois d'ailleurs? Tiens, ça aussi, question. Enfin, on va y revenir après. On va y revenir après. Merci de m'avoir fait découvrir Bolchegeek, Radio Pirate, la matinale de Host, tout ça. Eh ben merci à toi, Pierre Angelosov. T'es influenceur en fait, mais j'espère bien que je suis influenceur. Merci Jacket 4221, influenceur de gauche. Influenceur de la gauche. Merci pour les cheers, Jacket 4221. Bon alors, la sélection du soir, c'est une spéciale Marseille. Et oui, spéciale Marseille, sauf qu'on va quand même commencer par ces... Ah, mais je suis un peu dans l'ombre, c'est à cause de ce putain de chat que c'est foutu devant ma lumière. Mais oui, alors que si je le dégage, hop, je suis mieux éclairé déjà, voilà. Spécial Marseille, et puis spécial évidemment, on va quand même lire un article à mon avis sur le référendum, pour essayer de comprendre ce qui se joue. Alors j'ai mis 3 articles de côté sur Marseille, parce qu'il est en train de se passer des choses à Marseille, bon il se passe toujours des trucs à Marseille. Merci Picoto Zigoto pour ton abonnement de niveau 1. Et on écoute l'album de Jul, trop bien. Bah, tu n'as pas tort, je voulais faire une petite introduction pour Marseille. Dire qu'en vrai, c'est quand même la 2e plus grosse ville de France en termes de population. Mais j'avais fait un OLG sur Raoult qui avait pas mal marché. Et je me disais que en écoutant du coup des Marseillais qui défendaient Raoult, machin tout ça, et la fierté qu'avaient les Marseillais à ce que ça se passe chez eux, je me disais tiens c'est une ville que moi je connais peu, j'y suis allé une fois je crois. Merci Vulpigoul, c'est une ville qui manifestement se sent reléguée. En seconde zone quoi, en D2 j'ai envie de dire, non ça se dit plus ça, en Ligue 2 maintenant on dit peut-être. Et j'ai l'impression d'une ville qui se sent une ville dominée, qui a pas la place qu'elle devrait avoir dans ce pays, pour tout un tas de raisons à mon avis, d'une ville, tu vois, par rapport à des villes bourgeoises comme Lyon, Startup Nation mes couilles, machin, ou même Bordeaux, dont on parle grâce à son maire et tout. Marseille c'est souvent pour faire des blagues sur ses habitants et tout, et je comprends d'autant plus du coup le succès de Jul, de bande organisée, de machin, de cette culture pop qui essaie de redonner sa place à Marseille, et une place que la série Marseille sur Netflix, là, le truc trop nul, ne lui aura pas permis de reconquérir comme ça, manifestement. C'était pas bien la série, je vous conseille vraiment pas la série Marseille sur Netflix, c'était vraiment de la merde. Et donc ouais, j'avais vu s'exprimer une fierté marseillaise. Bon, on sait que les Marseillais sont fiers d'être Marseillais, mais derrière la fierté, il y avait un sentiment d'humiliation qui marchait bien. Ça marchait bien avec les discours de Raoult qui étaient là. C'est pas à Paris, machin. Tu sais, il jouait le provincial, il jouait le Marseillais, ça marchait à fond, tu vois, le côté démago, nous Marseille, machin. Mais je pense, que c'est une ville qui est vraiment, qui est vraiment reléguée, je pense, symboliquement en tout cas. Économiquement, je sais pas comment ça se passe pour Marseille. Donc j'ai mis 3 articles qui, je les ai pas pris au pif, mais 3 articles assez différents sur Marseille. D'abord, l'actualité, évidemment, sur Mediapart, donc un article de Lisa Castelli et Jean-Marie Le Forestier de Marsactu, pour Marsactu. À la mairie de Marseille, le choix paillant. À 43 ans, le socialiste se retrouve propulsé maire de la cité phocéenne suite à la démission de Michel Rubirola. Hein, ça c'est tout récent, c'est ces derniers jours. Jugé trop clivant pour porter la campagne du printemps marseillais, il est aujourd'hui présenté en recours indéniable. Alors qui est Benoît Payan ? Moi je le connais pas plus que ça, merci Mi Sauvage. J'avais lu son portrait dans l'IB à l'époque des municipales. Mais je le connais pas plus que ça, donc on va regarder cet article donc, sur Benoît Payan, qui est pas énorme, il me semble, cet article. Il y a un cas de violence policière à Marseille. Bon là ça parlera moins de Marseille, c'est une histoire qui se passe à Marseille. De toute façon je vous demanderai quels articles vous préférez pour Marseille. J'en ai mis 3 de côté. Donc en marge d'une manifestation de gilets jaunes, cette jeune femme de 19 ans avait été rouée de coups par des policiers après une enquête de l'IGPN. Le réquisitoire du procureur de Marseille demande un non-lieu. Donc qu'est-ce qui s'est passé aussi à Marseille ce jour-là ? Gilets jaunes à Marseille, la police visée par une plainte de tentative d'homicide. Bon il se passe des trucs à Marseille, et dernier article est sans doute un des plus intéressants, je pense. C'est une grande enquête, merci Casse Luciole. C'est une grande enquête sur Le Monde, publiée par le journal Le Monde, par Simon Piel et Luc Leroux. Avocat star, voyou marseillais, téléphone crypté, plongée inédite dans la grande criminalité. Je pense que là on est entre The Wire et Better Call Saul.
Ça m'a l'air d'être une histoire au long cours assez intéressante. Je sais pas combien de temps de lecture il précise, mais on peut prendre le temps de lire cette grande enquête et de la lire comme une histoire qui se passe donc à Marseille, et de laquelle on pourrait apprendre quelques trucs, des spécificités locales que je ne connais pas. Je ne suis pas marseillais, je n'ai jamais vécu à Marseille. Je vous l'ai dit, je suis juste allé à Marseille une fois, j'ai pas vu grand chose. Donc du coup j'ai surtout sur Marseille des idées préconçues, vues de loin, des préjugés. Donc on va regarder en tout cas cette enquête-là, qu'est-ce que c'est que ce nouveau maire, et peut-être cette enquête sur les violences policières si on a le temps. Mais on commence de toute façon, avant que je vous fasse voter, par cet article sur le référendum. Climat, un référendum pour cacher les renoncements. C'est un article collectif de Ismaël Bin, Jade Lingard qui s'occupe de l'écologie pour Mediapart et Hélène Salvi qui suit la majorité et l'exécutif pour Mediapart. Donc un article de Mediapart, le chef de l'État s'est dit prêt à recourir au référendum pour réformer la Constitution et y inscrire la défense du climat. Hormis cet effet d'annonce, le projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat est très en deçà des ambitions initiales. Je pense qu'on va commencer par ça, commencer par cette histoire de référendum. Voilà, il connaît bien Marseille. Oui, je sais. Non, puis il y a des gens même qui m'ont dit, il y a eu un effet de mode. Vraiment, cet été, j'avais l'impression que toutes les personnes de gauche un peu cool que je connaissais, étaient en vacances à Marseille. Et moi, je suis allé à Saint-Étienne, tu vois. Quand les bars de Lyon seront rouverts, il faut aller où pour pouvoir t'offrir une bière ? Mais imaginons si t'étais un facho et que tu me posais la question pour en fait, il faut aller où pour te casser la gueule ? Moi, je peux pas te dire mes bars de prédilection. Faut aller dans les bars, voilà. Quand on regarde la vidéo de Loris pour en savoir plus sur les quartiers nord, c'est quoi la vidéo de Loris ? Je connais pas Loris. Le quartier nord. Faut venir nous voir à Marseille. Lis Philippe Pujol sur Marseille. J'ai fait un podcast sur la série Marseille. Oh bah non, mais ça je l'ai vu, la série Marseille, donc je veux plus en entendre parler. Cet article aussi a l'air intéressant. La charte des imams, machin, oui. Non mais il y a plein d'articles intéressants. Il est pas validé le référendum. Comment ça, il est pas validé le référendum ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a abandonné l'idée de référendum ? Il est très drôle, Loris. Mais c'est qui, Loris ? Tu connais pas Loris ? Matt Loris. Et je connais pas Sheraf non plus. Et Jules traîne là où le pichet de rouge est pas cher. Mais c'est quoi le Norris ? Alors si je tape Loris Quartier Nord sur YouTube par exemple, je l'ai trouvé ? Attendez, vous pouvez m'apprendre des trucs. Loris Quartier Nord, voilà. Alors, c'est qui Loris ? Loris, les quartiers nord de Marseille. Loris Giuliano. Ah mais si, je vois qui c'est. Ah mais je vois qui c'est. Ça y est, c'est bon. Ah ouais, 4 millions de vues quand même. Ah oui, donc tout le monde voit qui c'est sauf moi en fait. Donc les quartiers nord. Ah ouais, il fait du micro-trottoir. Ouais, mais là je vais pas prendre 10 minutes. 20 minutes ça dure. Je vais pas prendre 20 minutes pour regarder une vidéo de Loris. Voilà. Mais d'accord, je regarderai à l'occasion. Très bien. Bon. C'est un youtubeur, il se promène, il rencontre des gens. Oui, oui, j'ai compris, oui. Dommage qu'il soit payé par les lobbies du lait. Ah, il est payé par les lobbies du lait ? Oh, bah c'est pas le premier, ce sera pas le dernier, j'imagine. Ça vaut le coup, mais vous en foutez, vous l'avez déjà vu, vous. Il y a aussi un super documentaire de Kenny Arcana pour une vision de Marseille pour ta culture. Ouais, bah Kenny Arcana pour le coup, là je connais. Pas d'abord passer par le Parlement au 3/5e pour le référendum, j'en sais rien, de toute façon on va voir ça dans l'article. Hein. Tout YouTube trempe dans le lait. Le lobby du lait. Pas confondre Loris et Meurice, oui c'est vrai. Loris c'est le barbecue dans les quartiers nord. Bon, ça a l'air d'être un classique. Elle est de retour, Kenny. Ah bon, elle est de retour ? Personne connaît Massilia Sound System. Bah si, mais c'est vieux ça existe encore ? Millgate. Bon allez, on va commencer par le climat. Je vais couper la zik. Voilà. Et on va commencer par le climat. Quand on aura fini le climat, on passera sur Marseille. Et là, je vous demanderai quelle approche vous préférez pour parler de Marseille. Donc, climat. Un référendum pour... Alors moi, je sais que j'avais tweeté que c'était un gros piège, tu vois. Pour moi, je trouvais que c'était horrible de proposer ça... parce qu'un référendum, il y en a pas beaucoup, hein. Donc ça occupe vraiment le débat public. Et en gros, c'est vraiment, il nous jette un os en mode déchirez-vous, allez-y sur l'écologie. Et puis il se défausse, quoi. C'est, je veux dire, lui, il est au pouvoir, il a pas besoin de tripotouiller la Constitution ou je sais pas quoi. Il est au pouvoir, s'il veut faire des trucs sur l'écologie, il fait des trucs sur l'écologie. Il a une majorité qui lui obéit au doigt et à l'œil.
faire un référendum sur un truc aussi symbolique que faire rentrer l'écologie dans la Constitution, j'ai vraiment trouvé que c'était l'arnaque totale. Bon, enfin bref. Tout ça pour qu'on se bouffe la gueule, quoi. Merci Sophie Eustache. Climat, un référendum pour cacher les renoncements. Ce fut le point d'orgue de la réunion, que j'ai pas regardé. Après 3 heures d'échange avec les participants de la Convention citoyenne pour le climat, la CCC, Emmanuel Macron a annoncé vouloir recourir au référendum pour inscrire la défense du climat et la préservation de l'environnement dans la Constitution. Ce sera une réforme constitutionnelle en un article qui doit d'abord passer par l'Assemblée nationale, puis le Sénat, et être votée en des termes identiques. Ce jour-là, elle sera soumise à référendum, a-t-il déclaré en conclusion du rendez-vous organisé lundi 14 septembre. Une réforme constitutionnelle en un article. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un rendez-vous dans lequel les citoyens tirés au sort avaient placé un grand espoir. Le rendez-vous donc du coup du lundi 14 décembre, donc il y a 2 jours. Les 150 avaient en effet à cœur d'entendre le président de la République répondre de son engagement de reprendre sans filtre les propositions de la CCC et de dévoiler les derniers arbitrages du gouvernement qui, selon plusieurs participants, ont été pris dans l'opacité. C'est en partie chose faite, mais en partie seulement. Dans une grande salle aux colonnes hypostyles du Conseil économique, social et du CESE, du Conseil économique, social et environnemental. Moi, je sais pas ce que c'est, hypostyle. Donc moi, quand je connais pas un mot, on regarde. Hein. Comme ça, après, vous pourrez ressortir hypostyle, hypostase, d'accord, non, hypostyle. Voilà, qu'est-ce que c'est hypostyle? Ça se trouve, il y en a qui connaissent dans le chat. Hein. Colonne hypostyle, salle hypostyle. Une salle hypostyle est un espace fermé dont le plafond est soutenu par des colonnes. Le terme hypostyle vient du grec ancien hypostouios, et qui signifie supporté par des colonnes. Hypostyle, qui repose sur des colonnes, d'accord. Le terme est fréquent en Égypte antique car il désigne certaines vastes salles des temples, mais il est aussi utilisé dans d'autres civilisations telles que l'hellénistique, avec le temple d'Eleusis et non loin d'Athènes en Grèce. Une des salles hypostyles les plus célèbres et une des plus grandes est celle du temple d'Amon à Karnak, de même que celle du Ramesseum. Ok, très bien. Bon, donc du coup, les colonnes hypostyles, ça doit être des colonnes qui supportent le plafond, j'imagine. Donc les colonnes hypostyles, c'est des colonnes sur lesquelles reposent des colonnes. Non, je pense que c'est celles qui supportent le plafond. Non, pas Karnak en Bretagne. Partages-tu le point de vue de Montée sur le mérite? Je suis en train de vous parler de colonnes hypostyles. On apprend des trucs, là. Venez pas me raconter des conneries sur les... C'est moi qui choisis le sujet, ici, ok? Bon, alors, les colonnes hypostyles, on en était où? Un rendez-vous, placé de grands espoirs... salle aux colonnes, voilà. Bon, dans cette salle, le chef de l'État, il est revenu, entouré de 7 de ses ministres, sur les principales propositions des 150. La réunion a duré plus de 3 heures. Et malgré l'annonce de la tenue du référendum réclamé par les citoyens de la Convention, toutes leurs propositions n'ont pas été reprises. Elles doivent inspirer la rédaction d'un projet de loi reprenant environ 40% d'entre elles. Lors de la rencontre, l'ambiance a parfois été tendue. Les conventionnels dénonçant un document affaibli, pas au niveau des attentes, et qui, en l'état, ne permettra probablement pas de remplir l'objectif initial d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Bah oui, mais bon. Hein, bon. Au lendemain de ce rendez-vous, la seule proposition commentée un peu partout est celle du fameux référendum. Merci, Queen Lambas. Consulter directement le peuple, c'était en principe une façon d'éviter le Parlement, et ce qui s'y produit si souvent sur l'écologie, c'est-à-dire la mise en pièces des réformes systémiques nécessaires pour protéger le climat et la biodiversité, broyées par le conservatisme idéologique et l'influence des lobbies. Merci Marcel Foucault, c'est hypostylé ici, toi aussi t'es hypostylé, merci. Les citoyens de la Convention avaient voté en juin lors de leur assemblée finale, en faveur d'une consultation référendaire sur la modification du préambule de la Constitution et de son article 81 et son article 1, 85% des voix favorables. Donc ça veut dire, si on le met dans la Constitution, ça veut dire qu'en gros la France, après, c'est une norme par-dessus les lois, hein, vous voyez le principe, qui fait qu'après on pourrait tout à fait dire de telle ou telle loi qu'elle est inconstitutionnelle, parce que
elle ne remplit pas, elle rentre pas dans le cadre de, si par exemple on met dans l'article 1 que la France est une république laïque, démocratique et sociale et qui est à l'avant-garde de la lutte contre l'écologie, de la lutte contre le réchauffement climatique, tu peux pas voter des trucs qui iraient dans le sens inverse, quoi. Vous voyez un petit peu l'idée. Merci à, il y a plein de trucs qui sont passés. À Dark Pabra qui a offert un abonnement, oui, Dark Padbra, merci Dark Padbra qui a offert un abonnement, qui a offert 2 abonnements, qui a offert plein d'abonnements, merci 5 abonnements de Dark Pabra. Voilà. Donc je sais pas ce que ça aura comme valeur, mais enfin on va continuer. Donc au paragraphe proclamant l'attachement du peuple français aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale définis par la déclaration de 1789, la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004, il souhaite ajouter la phrase suivante: la conciliation des droits, libertés et principes qui en résultent ne saurait compromettre la préservation de l'environnement, patrimoine commun de l'humanité. Voilà la phrase précise. Merci Postiche 31 pour ton 2e mois. Donc, lundi soir, Emmanuel Macron a confirmé qu'il écartait la demande de réécrire le préambule de la Constitution pour placer l'environnement au-dessus de nos autres valeurs fondamentales. Donc, merci Ricus la CGT, une inscription à la Constitution, c'est comme la règle verte proposée par LFI, difficile d'y croire. Non, la règle verte, c'est on ne prend pas la nature plus qu'on en replante. En gros, plus qu'on peut reconstituer, plus qu'elle peut reconstituer en une année, je sais plus, je crois que c'est ça la règle verte. Là, c'est la conciliation des droits, libertés et principes qui en résultent ne saurait compromettre la préservation de l'environnement, patrimoine commun de l'humanité. Bon, c'est plutôt du grand principe. C'est vrai que ça va être difficile après de faire appliquer ça. Enfin, on va voir. Il a en revanche indiqué vouloir compléter l'article 1 du texte fondamental par la formule suivante: la République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. Putain, je galère encore. Je vais boire plus vite mon café. Merci Lionel Lospin. Il me dit merci pour ces super streams de gauche. Ben, c'est rien. C'est parce que vous êtes là. Moi, si vous étiez pas là, j'en ferais pas. Tiens, je vais prendre un peu de temps, je vous lis un peu. Senzobit qui dit ouais, on m'offre pas de sub. Bah oui, bah t'as qu'à être là plus souvent. Voilà. Peut-être ça tombera sur toi un jour. Allez, prenez-vous la gueule sur la règle verte dans le chat. Moi, y a pas de souci. Donc en gros, la République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. Voilà ce qu'il veut rajouter. En juin, c'est vrai qu'un de leurs argumentaires, à LREM, ça a été de dire avant nous, il y a eu des grandes déclarations, type notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Merci Bolly JPB. Il y a eu des grandes déclarations des gouvernements précédents, on a pris des directions, on a fait des promesses, nous on n'a pas de bol, on est le premier gouvernement où c'est à nous de faire concrètement des trucs. Et en fait c'est compliqué, bah oui en effet l'influence des lobbies, le conservatisme, les dogmes économiques, machin, rendent ça quand même assez compliqué. Et mais finalement, en fait ils vont faire comme les autres, ils vont faire des grandes promesses et laisser ça au mandat d'après quoi, en fait. En juin, Laurence Tubiana, coprésidente du comité de gouvernance de la Convention, affirmait que l'article 1 de la Constitution ainsi complété donnerait un caractère obligatoire à la protection du climat. Cela change beaucoup de choses, indiquait-elle. Cela met l'environnement au même plan que la liberté d'entreprise et la liberté tout court. Cela ancre la capacité de plein d'acteurs à s'opposer à de grands projets. C'est pas du tout symbolique, c'est opérationnel. C'est ce que je vous disais. Le recours déposé par Notre Affaire à tous et plusieurs ONG contre l'État français pour inaction sur le climat deviendrait alors incontournable. En tout état de cause, l'inscription de la protection de l'environnement dans la Constitution était attendue dans le projet de réforme constitutionnelle plusieurs fois annoncé par l'exécutif et finalement abandonné. Auditionné par la Convention en novembre, Nicolas Hulot avait incité les citoyens à s'emparer de cette idée. Mais au-delà des bonnes intentions des uns et des coups de com' des autres, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles n'y paraissent. Merci Flagships. La Constitution de la Ve République encadre en effet strictement la possibilité de consulter directement le peuple. Le chef de l'État peut soumettre un projet de loi à référendum sur proposition du gouvernement ou du Congrès. Le Congrès, c'est l'Assemblée nationale plus le Sénat. Voilà, ça c'est le Congrès. C'est les deux chambres ensemble.
Donc, il peut soumettre un projet de loi à référendum sur proposition du gouvernement ou du Congrès s'il porte sur l'organisation des pouvoirs publics, un traité international ou la politique économique, sociale ou environnementale. C'est le référendum dit législatif qui aurait pu être choisi en théorie au sujet de l'écocide. Pour réviser la Constitution, le président de la République peut proposer un texte à référendum s'il a été voté par les deux assemblées, c'est ce qu'on appelle le référendum constituant. Pour Anne Bringot de l'ONG Réseau Action Climat, la modification de l'article 1 de la Constitution est une bonne proposition, mais si elle aboutit, elle ne suffira pas seule à accélérer la transition climatique et à transformer les secteurs. Député non inscrit et ancien membre de La République En Marche, Mathieu Orphelin explique dans un communiqué que « La réforme de l'article 1 de la Constitution est utile, mais ira-t-elle au bout ?» interroge-t-il. Rappelons qu'il faut un vote conforme au Sénat, difficile à obtenir. Nous avions déposé fin juillet une proposition de loi reprenant la rédaction de la Convention citoyenne pour le climat, que le gouvernement peut donc dès maintenant inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée. Voilà, donc du coup, oui, c'est vrai que le Sénat est quand même majoritairement à droite. Avoir le Sénat, ça va être compliqué. La question posée par Mathieu Orphelin est d'autant plus pertinente que plusieurs figures du Sénat, dominées par le groupe Les Républicains, LR, ont d'ores et déjà fait savoir qu'elles poseront leurs conditions. Ben tiens, merci Kaira Geek. Pour cela, il faudrait que l'Assemblée et le Sénat s'entendent. C'est le préalable à tout référendum constitutionnel, a rappelé le sénateur LR Philippe Bas, ancien président de la commission des lois du Palais du Luxembourg. Nous devons saisir l'occasion pour écrire aussi que nul ne peut se prévaloir de sa religion pour s'exonérer du respect de la règle commune, comme le demande le Sénat. Quoi ? Lui, il dit, on va en profiter pour rajouter un truc islamophobe, s'il vous plaît. Très bien, ok. Référendum sur le climat, Macron fait un coup de com' pour masquer son mauvais bilan écologique, cela ne changera rien, la charte de l'environnement a déjà une valeur constitutionnelle. A pour sa part souligné le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, en référence à la charte de l'environnement de 2004, qui a été intégrée au bloc de constitutionnalité à la faveur de la révision constitutionnelle le 1er mars 2005. Le référendum écolo d'Emmanuel Macron, c'est encore parole. La grosse ficelle est usée. C'est comme si la charte de l'environnement n'était pas de rang constitutionnel depuis 2005. Comment détourner l'attention plutôt que d'agir, a aussi tweeté le président socialiste du département de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, a pour sa part fait l'analyse suivante. Avant de soumettre une révision constitutionnelle à référendum, il va falloir l'aval du Sénat, selon les dispositions de l'article 89. C'est encore loin d'être gagné. Encore moins vu le peu de temps restant dans le calendrier parlementaire. C'est un référendum fort peu certain, donc. De son côté, le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l'université de Lille, a également assuré qu'il n'y aura pas de référendum. C'est une manœuvre politique, dit-il. 1. Macron ne pourra pas, faut d'abord l'accord de l'Assemblée et du Sénat et ce dernier ne lui fera pas de cadeau. 2. Il est inutile. Le projet de révision de la Constitution a déjà échoué à 2 reprises depuis l'élection d'Emmanuel Macron, comme le rappelle l'avocat Arnaud Gossman sur son blog. À chaque fois, c'était à cause du Sénat et des négociations compliquées avec Gérard Larcher. Le 9 mai 2018, le gouvernement avait déposé un premier projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, dont l'article 2 prévoyait d'ajouter une référence à l'action contre les changements climatiques dans l'article 34 de la Constitution, qui définit le domaine d'intervention du Parlement. Cette proposition de révision étant purement symbolique car l'article 34 faisait déjà état de l'environnement, lequel comprend bien entendu le climat. En commission des lois, les députés ont finalement adopté un amendement du rapporteur prévoyant d'inscrire la phrase suivante à l'article 1er de la Constitution. La France agit pour la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et contre le changement climatique, précise ce spécialiste du droit de l'environnement. L'exécutif a finalement retiré ce texte. Bon, ça fait plusieurs fois du coup qu'ils essaient de caler un petit truc, une petite phrase pour faire bien. Revue de presse, puis lecture d'un bouquin. Lecture du chapitre 1 d'un bouquin, ouais. Outre un agenda législatif déjà surchargé, outre aussi un intérêt politique plus que limité pour la droite sénatoriale à accorder au chef de l'État, pour reprendre les mots du maître de conférence en droit public Benjamin Morel, un plébiscite sur un sujet a priori consensuel à son principal adversaire politique à 1 an d'une présidentielle, l'initiative référendaire nécessitera aussi de trouver une date pour convoquer les électeurs dans un contexte épidémique incertain et à quelques mois de la présidentielle. Donc en gros, le calendrier est quand même vraiment compliqué et ça emmerderait plutôt la droite. Ils parlent d'un plébiscite, ça veut dire qu'en gros, pour eux... Non mais évidemment que les Français seront d'accord, donc du coup c'est trop facile, il va gagner son référendum, c'est vraiment un référendum trop gagnable quoi. Et c'est vrai que quand un président gagne son référendum, il en sort un petit peu renforcé. Et si d'aventure les Français choisissaient de dire non,
Pas au projet, mais à celui qui pose la question. Quelle conclusion faudrait-il en tirer ? Questionne le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, qui en conclut. Cette proposition, à 18 mois de la présidentielle, révèle l'usage cynique d'un sujet sur lequel il faut agir plutôt que discourir. La lutte contre le réchauffement climatique mérite un plébiscite quotidien. Pour le président, c'est une autre affaire. Oui, pour une fois, je suis d'accord avec Olivier Faure. L'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, David Cormand, a aussi réagi. Moi, j'aime bien David Cormand. Et David Cormand, il a dit « Tout ça pour ça ». L'arbre du référendum pour cacher la forêt des renoncements. L'écologie bling-bling contre l'écologie concrète. Nous n'en sommes plus aux déclarations solennelles et à l'écologie de papier. Il faut une écologie en acte qui agit sur le réel. C'est pas faux. Pas faux, je suis aussi d'accord avec David Cormand. Bien d'autres sujets ont été passés en revue lundi soir, c'est notamment le cas de l'obligation de la rénovation énergétique des bâtiments, qui n'a pas été actée par Emmanuel Macron. Cette mesure, encore en discussion, selon le président de la République, prévoit de contraindre les propriétaires, occupants et bailleurs à rénover leurs biens de manière globale. Mais ça c'est chiant, parce que des contraintes pour les propriétaires... Non. Mais le chef de l'État estime que rendre la rénovation obligatoire, cela veut dire qu'on fait porter la contrainte sur tous les ménages. Non, pas sur tous les ménages, sur les gens qui sont propriétaires. Il y a des ménages qui ont les moyens et d'autres non. Cela fait pourtant plus de 10 ans que le professionnel du bâtiment, puissance publique et spécialiste de l'efficacité énergétique s'affrontent sur ce sujet. On voit mal quels nouveaux arguments surgiraient soudain du chapeau à la faveur de cet énième report. Les passoires thermiques, ces logements les plus énergivores, vont, elles, progressivement être proscrites à la location, jusqu'à une interdiction complète en 2028. C'est bien, on repousse. À plus court terme, le gouvernement va inscrire, comme le propose la CCC, le blocage des loyers dans ces habitations. Ouais. Concrètement, les propriétaires ne pourraient plus augmenter les loyers de leur appartement mal isolé. Ne sous-estimez pas que c'est une mesure révolutionnaire, a argué le chef de l'État. C'est vrai que moi j'ai récupéré un appart, ils m'ont augmenté le loyer je l'ai récupéré après quelqu'un, je crois qu'ils m'ont monté le loyer de 100 € par rapport à la personne qui était avant, mais alors là je crois que je suis en pleine passoire thermique. J'ai toujours froid, il y a des trucs, il y a un trou concret dans la vitre avec un truc qui tourne là, que je peux pas fermer parce que c'est pété, donc bref. Voilà, je suis dans une passoire thermique, je suis concerné, on m'a quand même augmenté mon loyer. Les passoires thermiques, ces logements les plus énergivores, vont, elles, progressivement être proscrites à la location jusqu'à une interdiction complète en 2028, mais ça, je viens de le lire. La Convention proposait d'interdire la vente des véhicules émettant plus de 110 grammes de CO2 par kilomètre en 2025, puis d'abaisser ce plafond à 95 grammes en 2030. Macron s'est dit ouvert à la proposition, ajoutant qu'elle ne peut se décliner qu'au niveau européen. Je suis favorable à ce que nous portions au nom de la CCC cette position dans le cadre du Green Deal européen, a-t-il assuré. Les SUV de leur mort, là. C'est les SUV qui consomment beaucoup comme ça, là ? Enfin, qui rejettent beaucoup. Oui, je crois que le SUV, c'est ce qui vient après. Le malus poids. Le malus poids proposé par le gouvernement et adopté par les députés ne répond pas à la proposition des citoyens car cette mesure ne s'applique qu'aux voitures de plus de 1800 kg. La Convention prévoyait un malus à partir de 1400. En modifiant le curseur poids, le malus ciblera environ 2% du marché automobile, alors qu'avec 1400 kg, ça représentait 25%, explique William Aucan, membre de la Convention. Cela rend la mesure bien moins efficace. Elle ne permettra pas de freiner les ventes de SUV, très consommateurs en carburant, qui pèsent en moyenne 1350 kg. Eh oui. Je vais pouvoir finir mon café, je commence à me réveiller un petit peu. La régulation de la publicité sur les produits très polluants était l'un des enjeux majeurs, selon plusieurs citoyens participant à la Convention. Le gouvernement écarte toute interdiction de la publicité pour les voitures, car son implication immédiate pourrait notamment porter atteinte au financement des médias, a assuré Emmanuel Macron. Avant de concéder, c'est vrai que les annonceurs sont venus voir les ministères, vous avez raison de rappeler que l'impact de ce qu'on va faire est très faible. L'interdiction de la publicité pour les énergies fossiles reste en deçà de la régulation de l'ensemble des produits les plus polluants voulus par les citoyens de la Convention. Le gouvernement a en revanche repris sans modification les propositions d'instaurer une consigne pour les emballages en verre en 2025 et d'interdire les avions publicitaires. Oui, ça c'est pas non plus un gros phénomène. Contre la consommation, régulons la pub, la Convention citoyenne vote pour interdire la pub des produits les plus polluants, interdire les panneaux pub hors info locale, interdire la pub dans les boîtes aux lettres, interdire les avions publicitaires, etc. Donc il reste plus que les avions publicitaires. Très bien.
Parce que là, c'était carrément la pub dans les boîtes aux lettres, toute forme de pub, un peu comme ce qui a été fait. Il y a des villes dans lesquelles ça s'est fait, c'est-à-dire on a interdit les espaces publicitaires qui polluent visuellement, qui nous polluent idéologiquement aussi. Moi, je suis tout à fait pour ce genre de mesures. Mm. Toujours concernant le domaine aérien, la Convention citoyenne pour le climat a proposé d'interdire d'ici 2025 de prendre l'avion pour les vols intérieurs sur les lignes où il existe des trajets bas carbone satisfaisants, réalisables en moins de 4 heures et entièrement abordables. Le gouvernement en a décidé autrement. Merci Azer 1903. Usul crie mon nom. Bah voilà, j'ai dit Azer 1903. Il propose que, donc, oui, les vols intérieurs d'avion, là. Il propose que cela ne concerne que les vols pour lesquels il existe un trajet alternatif ferroviaire en moins de 2h30, au lieu de 4 heures. L'exécutif précise qu'un travail a été engagé avec les opérateurs de transport aérien et ferroviaire pour améliorer la qualité de l'offre intermodale air-fer et faciliter les accès ferroviaires aux aéroports. Alors là, oui, merci Biflidus. Ah, Biflidus, j'ai compris la blague. Ouais, parce que là, les trajets intérieurs, en vrai, ça concerne quand même pas mal les bourgeois et les gens dans le milieu des affaires, voilà, qui veulent être très rapidement de Paris à Toulouse, etc. Ouais. Et donc, du coup, ça, ils veulent pas, ça, ils veulent pas. Une autre proposition ambitieuse concernant l'aviation a été modifiée. La Convention citoyenne avait proposé d'interdire la construction de nouveaux aéroports et d'étendre les aéroports existants au-delà de leur emprise actuelle. Le gouvernement a décidé d'exclure la création d'un nouvel aérodrome ouvert à circulation aérienne publique ou l'extension d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique existant, mais il prévoit des exceptions aux interdictions d'extension. Oh, je parle pas mieux, hein. Mais il prévoit des exceptions aux interdictions d'extension, la poursuite de chantiers en cours, des opérations nécessaires pour des raisons de sécurité, de mise aux normes réglementaires ou de désenclavement d'un territoire, notamment en Outre-mer, ou ayant un bénéfice environnemental et sonore démontré. Merci Jeffist MLV et merci à je sais pas qui. Qui c'est qui a offert des trucs là? C'est Line for Tristano. Merci Line for Tristano. Qui a offert un abonnement du coup à Majin Vegeta 2020. Majin Vegeta carrément. Je suis paléontologue actuellement sans poste. Je vois pas le rapport. Bon voilà, peut-être qu'on va pas lire les 3 pages de résultats de trucs sur la convention, on va passer à notre sujet principal. Mais enfin, vous voyez, si on résume pour ce qui est de la première page qui concernait le référendum, c'est que oui, bon, c'est mal accueilli par LR qui risque de ne pas le rendre possible, tout simplement, en bloquant au Sénat. C'est mal accueilli pour les gens, pour les écolos qui disent que... Alors, sauf Yannick Jadot, évidemment, ce lèche-bot qui lui dit ça va dans le bon sens, je vais voter oui. Mais voilà, d'autres qui disent quelle idée de rajouter des petites lignes là, alors que voilà, il peut faire des trucs là. Comme je disais, il a le Parlement, il a une majorité au Parlement, il peut faire ce qu'il veut quoi. Donc ensuite, on va passer à Marseille, et là je vais vous faire voter entre les 3 sujets que je vous propose. Donc Paul. Merde. Il m'a mis des trucs dans le chat là. Paul. Donc 3 sujets. Je vous les remets. Donc je mets quel article sur Marseille? Bon, j'ai écrit quel art click. Enfin bon, c'est pas grave. Quel art seal. Non, quel art seal j'ai mis. Quel article sur Marseille? Alors, le nouveau maire, je vous propose le nouveau maire, cet article pour en savoir plus sur Benoît Payan. C'est Benoît Payan, il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle, Payan. Pour moi, c'est Benoît, mais je me plante, ça se trouve. Donc, je vais juste mettre le nouveau maire, probable, parce qu'il doit... Rubirola démissionne, mais du coup, lui, il a présenté sa candidature. Du coup, il faut que le conseil municipal, je pense, valide sa candidature. Donc, Benoît Payan, je pense. Hein. Avocat star, voyou marseillais, téléphone crypté, plongée inédite dans la grande criminalité. Donc, je mets grande criminalité. Donc je vous ai dit, ça risque d'être entre The Wire et Better Call Saul, ça devrait être bien. Ou cet article sur les violences policières, sur un procès en particulier, violences policières à Marseille, les agresseurs de Maria toujours introuvables. Donc je mets violences policières, voilà.
C'est bien de prendre... Sur les violences policières, je trouve ça intéressant de prendre souvent des cas concrets. Je pense, il y a un magazine, là, il y a pas longtemps, qui a fait un article sur un mec qui l'a condamné, qui va être condamné, ou qui est probablement condamné, ou qui va probablement être condamné, putain j'ai du mal. Un breton qui s'est fait choper à Toulouse pour une histoire de pétard qui a explosé. Il y a 10 flics qui sont pleins d'acouphènes et qui ont attaqué, et maintenant il doit 80 000 euros aux flics, dont 2 flics 30 000 euros chacun, un truc comme ça. Donc c'est-à-dire sa vie elle est foutue en fait. Sa vie elle est foutue, il va pas pouvoir payer, machin, ses comptes vont être saisis, contrôlés, il va être mis sous tutelle, enfin tu vois, pour un truc qu'il a apparemment pas fait. Les policiers ont exagéré, ils ont dit que c'était une bombe agricole, ensuite ils se sont... Mais on sentait qu'ils s'étaient complètement coordonnés entre eux pour donner la même version, et ils l'ont chopé lui, et voilà, c'est lui qui va prendre. Je sais plus si c'était une manif gilet jaune, non c'était une manif à l'époque de la loi travail, en plus ça date, mais vous savez le judiciaire ça prend du temps, et lui ça fait 4 ans qu'il est là à recevoir des relances. Alors je sais plus comment s'appelle le magazine, je sais plus, je crois que je l'ai retweeté ce truc-là. Enfin bref, c'est intéressant de prendre les cas de violence policière un par un et de regarder comment ils sont traités, soit les cas de violence policière, soit les cas de poursuite, pour voir comment la machine judiciaire s'attaque soit aux flics, soit aux manifestants. Comment c'est plus compliqué apparemment de s'attaquer aux flics qui sont couverts par les hiérarchies. Tu vois, le policier, apparemment, les agresseurs de Maria sont toujours introuvables. Comment ça se fait? Donc moi, ça m'intéresse de revenir sur un cas concret de violence policière. C'est toujours autant de cas... d'école. Bref, je vais lancer le sondage, donc soit on commence par les violences policières, soit on commence par le truc sur la grande criminalité, soit on s'intéresse au nouveau maire de Marseille. Voilà, le sondage est dans le chat, je vous laisse... Je voudrais revenir sur un mot, c'est la fameuse théorie du complot, là. C'est un complotiste. Qui est un complotiste? S'il y a un an, on se parle ensemble, je dis, tu sais Déborah, tu sais ce qui va se passer pour nous? On va être obligé de se signer un papier pour sortir de chez soi. Eh bien, on va t'infliger une torture telle que tous les petits commerçants, tous les bars, toutes les brasseries vont mourir de faim. Tu vas dire, mais t'es un complotiste? Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé. Jean-Marie. Ouais, sur le bûcher. Il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux, dangereux. 3 semaines après, il faut porter un masque, c'est obligatoire. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que... C'est pas rien, c'est pas 3 personnes, c'est une majorité de gens qui décident. Jean-Marie. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé. Jean-Marie. Ouais, sur le bûcher, les décideurs. C'est pas les décideurs. Il y en a 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Ils obéissent à des contraintes. Ces gens-là sont aux ordres. Ils sont aux ordres du pognon. Jean-Marie. Oui. Vous avez une rage incroyable. Ouais, je suis enragé, on nous prend pour des cons. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, hein? Sur le bûcher, complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé. Bref. Bon, c'est cet article sur les violences policières qui est gagné, et en deuxième, on s'intéressera à Benoît Payan, au nouveau maire de Marseille, au probable prochain nouveau maire de Marseille, voilà, le choix Payan, et donc du coup, le climat, je ferme la fenêtre, on s'en bat les couilles, on a fini. Et mine de rien, cette enquête sur la criminalité, ça vous a pas intéressé? Bon, très bien, je note. En tout cas, c'est arrivé en dernière position. Peut-être qu'on le lira quand même, si on a le temps, si j'ai la motive, on verra. Mais c'est vrai que quand un article arrive en dernière position, et que j'en ai marre, c'est lui qui saute, hein, ça c'est clair. T'as vendu l'article? Bah oui, j'ai vendu l'article, parce que je le sentais passer à la trappe, celui-là. Je sais pas pourquoi, je le sentais passer à la trappe. Je m'étais dit, ça va pas vous intéresser, faut que je vous explique pourquoi je l'ai choisi. Merci, I drink ton milkshake, Usul, vous avez une énergie incroyable. Merci pour le taf, camarade.
Et en effet, j'ai vu quelqu'un dans le chat préciser que cet article-là sur le mec qui est condamné à payer plus de 80 000 euros à des flics, c'est sur Jeff Clack. Sur Jeff Clack, et que je crois que la personne qui avait retrouvé le truc l'a mis. Donc Jeff Clack, c'est une revue. Merci Docteur Moineau aussi, que j'avais pas vu. Jeff Clack, c'est une revue qui parle de culture et de contre-culture, manifestement aussi, avec quelques articles parfois intéressants. Il y a un peu de critique sociale. Voilà. Les décideurs! Ça te va, les décideurs? Voilà, bombe judiciaire à retardement. Une bombe judiciaire à retardement, je vous le remets moi dans le chat. Voilà. Merci Gros Lidon aussi. Merci pour le lien, voilà. Complotiste! Théorie du complot! Voilà pour l'article de Jeff Clack. Je vous manipule les choix. Mais non, mais je sentais que celui-là, il allait passer à la trappe. Je sais pas pourquoi. Mais... il était moins général sur Marseille et un peu plus particulier. C'est vrai que là, Marseille, c'est pas tellement le sujet. C'est plus le décor. Mais voilà, société, violence policière. Vous voyez que maintenant, c'était pas le cas il y a quelques années. Le Monde a une catégorie violence policière. C'est dire où on en est. Ça fait 2 jours que je l'avais dans la tête et c'est reparti. Ouais. En décembre 2018, en marge d'une manifestation Gilets jaunes, cette jeune femme de 19 ans avait été rouée de coups par des policiers. 19 ans, quoi. Après une enquête de l'IGPN, le réquisitoire du procureur de Marseille demande un non-lieu, bien entendu, donc elle n'a pas été rouée de coups par des policiers. Maria ne sort plus de chez elle. Je passe ma vie sur le canapé avec mes poissons rouges et un chat. La fille que j'étais, elle est morte et je reste bloqué dans le passé. Il y a 2 ans, le samedi 8 décembre 2018, en marge de l'acte 4 de la manifestation des Gilets jaunes à Marseille, Maria, le prénom a été modifié mais est devenu l'usage dans cette affaire, Maria, alors âgée de 19 ans, avait subi une violente agression de la part de policiers. Dans une rue étroite du centre-ville où elle s'était mise à l'abri d'une charge des forces de l'ordre rue Saint-Férol, un tir de LBD l'avait atteinte à la cuisse, la faisant s'effondrer. Au sol, un groupe de policiers l'avait roué de coups de pied et de matraque, le crâne ouvert, une opération en urgence, des séquelles qui perdurent encore aujourd'hui, et la contraignent à avaler 7 anxiolytiques par jour. J'ai l'impression que mon accident, ça s'est passé ce matin alors que ça fait 2 ans. Accident? Dans un réquisitoire définitif, le procureur de Marseille parle clairement de violences illégitimes, commises sur une plaignante dont il ne ressort nulle part qu'elle ait manifesté une quelconque violence justifiant des interventions policières. Donc c'était justifiant l'intervention des policiers. Donc c'était gratuit, quoi. C'était vraiment, tiens, il y en a une qui traîne dans la rue là, bam, flashball dans la cuisse, elle tombe par terre, là on la défonce un peu, puis on va faire autre chose. Et le procureur, pour le coup, le procureur dit, c'est lui qui dit, le procureur, les décideurs, ça te va les décideurs? Donc le procureur dit, une plaignante dont il ne ressort nulle part qu'elle ait manifesté une quelconque violence. Mais ce réquisitoire, qui boucle 1 année et demie d'enquête de l'inspection générale de la police nationale, conclut au non-lieu. Alors qu'aucun des agresseurs n'a été mis en cause. Ça veut dire que l'enquête a été faite par l'IGPN. Merci Linléa, qui dit juste un petit coucou pour te remercier pour tes lives depuis 4 mois. J'espère que tu streameras un peu les jours à venir, en vacances. J'aurai plus de temps pour suivre en live. Eh ben shop, ça veut rien dire, shop. Chouette, top. Ah oui, j'ai voulu faire un mélange entre chouette et top, ça a donné shop. Eh ben top, bravo, bonnes vacances. Donc en gros, on a demandé à l'IGPN d'instruire l'enquête, si vous voulez. Trouvez-nous qui a fait ça, trouvez-nous des preuves, donnez-nous qui c'est, quoi. Faites l'enquête vous avez une institution qui est faite pour ça. Et l'IGPN, à l'issue de l'enquête, 1 année et demie d'enquête quand même, ça conclut au non-lieu, alors qu'aucun agresseur n'a été mis en cause. Les investigations très poussées réalisées par le juge d'instruction n'ont pas permis d'identifier les auteurs qui demeurent inconnus, conclut le parquet de Marseille. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour Maria et pour son défenseur, maître Brice Grazzini, maître Spinozzi, vous vous souvenez de maître Spinozzi? Maître Brice Grazzini, donc pour Maria et son avocat, qui redoutent maintenant que le juge d'instruction referme son dossier, l'IGPN ne serait pas allé au fond des choses et ne se serait pas donné les moyens de trouver les agresseurs, ce que je vous disais. Ils n'ont pas cherché, ils ont fait une enquête pour faire genre, et moi j'ai pas de réponse, pas de page à tourner. Si j'entrevoyais une possibilité de procès, peut-être que ça me ferait tenir, veut croire la jeune femme. Un logiciel en panne et des données écrasées. Ah, c'est malheureux ça.
Les investigations de l'IGPN n'ont débuté qu'en avril 2019, 5 mois après les faits, sur les bases d'une plainte déposée sur le bureau du procureur de la République par Maître Grazzini pour tentative de meurtre aggravé par personnes non dénommées mais étant des policiers. Un signalement sur la plateforme de l'IGPN fait le 19 décembre, lorsque Maria était sortie de l'hôpital, était resté sans suite. Donc voilà, il y a plusieurs façons de saisir l'IGPN. On peut en effet faire un signalement soi-même, mais là vous avez vu qu'il a été complètement ignoré. Ou alors, là, elle a pris un avocat, et l'avocat a saisi le procureur, et a dit « Regardez, monsieur le procureur, il y a un truc là ». Donc le procureur, lui, a saisi l'IGPN, et c'est l'IGPN qui fait l'enquête. Vous voyez, c'est intéressant de voir ce genre de mécanisme, vous voyez pourquoi ça n'aboutit pas, quoi. En dépit de 2 déplacements dans 2 commissariats marseillais différents, la plainte de la jeune vendeuse n'avait pas été enregistrée. Elle a essayé de porter plainte, et on lui a dit « Non, ça dégage ». Donc c'est de mieux en mieux. L'enquête pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique en Réunion, avec armes, conduite par le juge d'instruction Karim Baden à partir de juillet 2019, a permis d'entendre toute la hiérarchie policière qui encadrait 458 fonctionnaires de police durant ce samedi noir, décrit comme un jour insurrectionnel avec pillage de magasins et barricades, 680 grenades lancées, 80 tirs de LBD effectués, 47 interpellations, 2 policiers blessés. Et on rappelle, hein, dans les cas des policiers blessés, parfois il suffit qu'ils se soient foulés un doigt, hein, en appuyant sur la détente de leur LBD, et ça compte comme un policier blessé. Parfois, même, ils se blessent entre eux, hein, et ça compte comme des policiers blessés. Pour identifier les agresseurs de Maria, les enquêteurs de l'IGPN réclament alors à leurs collègues les enregistrements radio du logiciel Acropole, qui grave la totalité du trafic radio. Mais les données ont été écrasées au bout de 2 mois, comme le préconise une note de la Direction Générale de la Police Nationale du 7 août 2002. Il n'y avait plus de son pour cet après-midi que tous les cadres de la police marseillaise... Attends, je comprends pas. Il n'y a plus de son pour cet après-midi que tous les cadres de la police marseillaise ont décrit comme la pire journée qu'ils aient connue de leur carrière. Donc ils ont écrasé les sons, selon une vieille directive. Autre déconvenu, lorsque les enquêteurs de l'IGPN... Donc là, pour l'instant, l'article n'accuse pas l'IGPN, elle dit que bon, bah là, on sait pourquoi il n'y avait plus de son, c'est qu'on les écrase au bout de 2 mois, apparemment, c'est ça, ouais, au bout de 2 mois, parce que, bah, on fait comme ça, voilà, on fait comme ça depuis 2002. Autre déconvenu, lorsque les enquêteurs de l'IGPN réclament les données du logiciel Pégase de suivi des demandes d'intervention passées au 17 et des comptes rendus opérés dans leur sillage, le Centre d'information et de commandement de l'état-major de la Direction départementale de sécurité publique fait savoir que Pégase a connu une panne le 8 décembre, entre 14h37 et 23h21. Depuis 2 ans, c'est la première fois que je vois une fiche avec un tel défaut. Confie l'un des responsables, la chef de service, elle, dit avoir connu ce type de dysfonctionnement à 3 ou 4 reprises en 5 ans. Donc une panne très très rare, manifestement, mais une panne qui ne nous arrange pas du coup. Aucune expertise est demandée pour connaître l'origine de ce dysfonctionnement qui tombe pile aux heures des opérations de maintien de l'ordre, déplore Maître Grazzini. Les personnels de maintenance du logiciel ne sont pas interrogés, alors que Pégase aurait peut-être permis de connaître quelles étaient les unités dépêchées sur les lieux à proximité de l'agression de Maria, de savoir qui se trouvait où. Voilà, ça c'était dans Pégase, et du coup l'IGPN n'essaye pas de comprendre d'où venait la panne et de voir par exemple si c'était intentionnel, si on avait... voilà. La question ne se pose pas, mais bon, peut-être que je suis complotiste. Théorie du complot. Des images ont cependant été prises par des témoins qui avaient assisté à la scène. 2 vidéos ont été exploitées par l'IGPN. La première montre 5 policiers en civil, le visage partiellement dissimulé, emprunter la rue où vont se dérouler les faits. Sur la deuxième, on voit Maria recevoir un tir de flashball et s'effondrer en hurlant. Un fonctionnaire de police lui donne un premier coup de pied, puis tout un groupe la frappe pendant 3 à 4 secondes. Aucun n'a été identifié par les nombreux policiers, cadres ou intervenants, auxquels l'IGPN a montré les vidéos. Donc ils se sont couverts entre eux. Non, je vois pas qui c'est, je vois pas qui c'est. Donc en fait, on n'a pas leur visage exactement, mais on a leur tenue et l'endroit où ils étaient ce jour-là, personne ne les reconnaît. Très bien. Les investigations se concentrent autour de 2 services, le service interdépartemental de sécurisation des transports en commun et la compagnie de sécurisation et d'intervention, la CSI. Sur une vidéo, 2 policiers semblent gauchers. Mais après étude des fiches d'armement, l'IGPN conclut que tous les fonctionnaires de ces services d'activité ce soir-là étaient droitiers. Mais que s'est-il passé? Donc ça permet de blanchir tout le monde. Si on cherche 2 gauchers et qu'il n'y en avait pas, bah c'est que c'était pas les nôtres, quoi. C'est un gang, en fait, c'est une tactique des Black Blocs. Ouais, des Black Blocs avec des LBD. Autre indice. L'un d'eux semble avoir une blessure à la main gauche. On distingue une attelle. Il est porteur d'un sac à dos et d'une veste noire de marque The North Face.
Un fonctionnaire est identifié comme ayant été blessé à la main gauche 2 semaines plus tôt par un projectile qui lui a fracturé le majeur. Ce policier est en vacances. Non. C'est un mec qui serait venu sur son temps de vacances, hors de tout... Donc du coup, il est pas dans les fichiers. Oh putain, c'est ça qui peut-être qu'ils veulent couvrir. Théorie du complot. Et donc l'IGPN attendra le 14 octobre 2019 pour le placer en garde à vue. Êtes-vous adepte de la marque The North Face ? Questionne l'enquêteur. Non, pas du tout. Fin de garde à vue et placement du policier sur écoute téléphonique. Aucun élément utile à l'enquête, tranche l'IGPN. Très bien. Merci LDF Corporation, qui a offert un abonnement à des gens. All Cops à droitier. En vacances au moment de l'enquête. Ah. Un policier. Attends, j'ai rien compris alors. Ce policier est en vacances, IGPN. Ah oui, d'accord, ok. Ok, d'accord. Oui. C'est moi qui n'avais pas compris. Donc s'il est en vacances au moment de l'enquête, pas au moment des faits. D'accord. Reste un indice qui constituera le gros des... Donc j'ai dit des conneries. Reste un indice qui constituera le gros des investigations. Merci Bekbenzen. Des agresseurs ne portent pas le casque réglementaire, mais un casque sportif vendu par Decathlon pour la pratique du skateboard, du vélo ou du ski. 2 gardiens de la paix affectés à la CSI sont alors ciblés par l'enquête, mais seulement en février 2020. L'un d'eux a pris une année de mise en disponibilité pour se rendre en Afrique. À tous les coups, c'est pour aller faire une mission de formation dans le privé, pour le privé ou je sais pas quoi. 14 mois après les faits... Donc faire un petit à côté, quoi. 14 mois après les faits, la perquisition du domicile et du casier professionnel n'a amené la découverte d'aucun élément utile à la manifestation de la vérité, écrit le procureur. Ce fonctionnaire assure qu'il ne portait pas de casque de ce type. Un de ses collègues reconnaît, lui, le port d'un casque de skate. De son portable, il extrait un reportage télé le montrant porteur de ce type de casque. Mais, explique-t-il, exhibant des SMS du 8 décembre 2018 échangés avec ses supérieurs, il ne pouvait pas se trouver sur les lieux de l'agression de Maria, assurant avoir accompagné à l'hôpital un manifestant interpellé pour le faire soigner, avant de le placer en garde à vue, dans un commissariat de Marseille. Cet emploi du temps n'a jamais été vérifié, déplore maître Grazzini. Ces faits sont d'une gravité extrême et pourtant l'enquête de l'IGPN est restée en surface. Regrette l'avocat. Maria, qui ne supporte plus rien, a perdu 2 emplois tant elle est devenue irritable. Elle n'a plus la force de se rendre à ses cours de BTS et n'a plus qu'un espoir, un appel anonyme. Si l'un de ceux qui m'ont frappé pouvait appeler pour avouer, en attendant, elle rêve d'aller vivre en Alaska dans une cabane, loin du monde. Wow! Eh ben on saura jamais. Peut-être qu'ils n'existent pas, peut-être que c'est des policiers imaginaires. En tout cas, tout le monde se couvre un petit peu, donc ouais, compliqué. L'avocat a la même voix que les flics, c'est louche. Oui, c'est vrai. J'aime bien la voix de Maître Spinozzi. Ambiance de ouf. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que quand t'as subi un choc comme ça, te faire tabasser, machin, enfin, on le sait, toute personne qui s'est fait agresser voit son rapport à la rue, son rapport à l'espace public et aux autres radicalement modifié pour durablement, quoi, longtemps. Donc voilà, ils ont défoncé une gamine de 19 ans qui apparemment avait rien fait, parce que si elle avait fait quelque chose, ils l'auraient interpellée, si tu veux. Tu interpelles dans ces cas-là. Si tu vois qu'elle a jeté un pavé, tu peux compter sur les caméras, tu l'interpelles, tu dis je l'ai vu jeter, vous la prenez elle et on l'embarque. Là, ils l'ont même pas embarqué, ils l'ont juste défoncé. Mais bon, il y a personne, c'était personne en particulier apparemment, c'était compliqué du coup. On va passer à la mairie de Marseille, le choix Payan. À 43 ans, le socialiste se retrouve, donc Benoît Payan, se retrouve, sauf si je me... Non, c'est bien Benoît Payan, hein, je me dis, ça se trouve, je me plante de prénom depuis le début. Le socialiste se retrouve propulsé maire de la cité phocéenne suite à la démission de Michel Rubirola, jugé trop clivant pour porter la campagne du printemps marseillais. Il est aujourd'hui présenté en recours indiscutable. Alors lui, il vient du PS, hein, c'est ça. Les fameuses affiches Rubirola est là. Marseille, Bouches-du-Rhône. Un choix consensuel presque naturel. Peu de voix dissonantes se sont élevées dans la majorité pour contester la propulsion de Benoît Payan, 43 ans en janvier, vers le fauteuil de maire. Merci Oxajo pour ton 6e mois consécutif. Donc bon, apparemment ça se fait plutôt naturellement. Ni l'électron libre Samia Ghali, qu'il avait pris soin de rencontrer mardi en fin de matinée, et dont on sait qu'elle est âpre à la négociation, Samia Ghali. Donc ni Samia Ghali, ni les membres de son groupe n'ont vraiment contesté le switch proposé par la maire démissionnaire. Le communiqué de son groupe, le Printemps Marseillais, évoque même un soutien unanime. C'est bien ça.
Un accent marseillais? Non, mais je vais pas faire l'accent marseillais parce que je vais énerver les Marseillais, parce que je vais pas le faire bien. Ce qui devait arriver est arrivé, sourit une adjointe au maire à l'issue de ce nouvel épisode des Folles municipales 2020. Celui qui avait tout construit patiemment pour devenir maire en 6 ans d'opposition à Jean-Claude Gaudin remplace celle qui ne voulait pas l'être. Il y a un an, Benoît Payan avait renoncé à conduire la coalition du printemps républicain. Du printemps marseillais, pardon, putain, faut pas se planter. Merci Pack Science qui a offert un abonnement à Leijal. Donc voilà, Payan avait les dents plus longues de toute façon, donc ça tombe bien. En se mettant en retrait, il disait vouloir assécher ceux qui ne critiquaient pas ses convictions, juste son étiquette, comprendre celle d'un parti socialiste auquel il reste fidèle malgré 10 années chaotiques. Les 10 dernières années chaotiques marquées par l'échec de François Hollande à Paris. Il s'opposera à lui, notamment sur la question de la déchéance de nationalité et les affaires à Marseille. Il tirait en réalité les conséquences d'un constat, il n'avait pas trouvé le chemin pour se faire désigner candidat. Ce pas en arrière ne l'avait pas trop éloigné des Lumières. Merci Cariana, tout simplement. Merci Cariana pour ton premier abonnement. Ce pas en arrière ne l'avait pas trop éloigné des Lumières. Toute la campagne, et dans les premiers mois de la mandature, il apparaissait aux côtés de Michel Rubirola. Pour l'élu peu expérimenté et mal à l'aise dans l'arène médiatique, il y a Jean Massier qui était dans le chat tout à l'heure. J'avais regardé la soirée là de Vous avez la parole sur France 2, où Michel Rubirola avait parlé en distanciel là avec le plateau. C'était vraiment catastrophique, quoi. On va dire qu'elle était pas très à l'aise avec les médias, avec la représentation publique de manière générale, quoi. Tout le monde, je me souviens, Jean, tout le monde était atterré dans ton chat en mode mais elle parle super mal, elle lit son texte, c'est gênant. Ouais, c'était lunaire, ouais. En plus, il y avait un écho de malade trop chelou, elle avait pris ça dans une mauvaise pièce. Voilà. Le PS à Marseille, ça nous évoque pas forcément que le mandat de Hollande, mais aussi toute la cour de Jean-Noël Guérini. Jean Massier, il est de droite. Ah, mince, je savais pas. Donc Michel Rubirola, pour l'élu peu expérimenté et mal à l'aise dans l'arène médiatique, il est une béquille de communication qui la rassure et la supplée aux besoins. Merci LDF. Merci de m'aider à m'éduquer à la politique. Oh, c'est pas grand chose, on fait que lire des articles. Elle est l'amatrice, lui le professionnel, et il a tôt fait de penser que le retour en première position était inéluctable. La ficelle est un peu grosse et nous espérons collectivement que ces raisons de santé ne masquent pas un accord conclu avant même l'élection municipale. Écrit ainsi le groupe d'opposition de droite dans un communiqué. Merci Antoine et de 28, bravo pour ces 28 mois. Bon d'accord, je peux faire un peu l'accent mais ils vont me défoncer les Marseillais là. Déjà, donc la droite soupçonne un accord déjà passé avant, où en fait ils mettent Michel Rubirola pour rassurer les gens, et en fait c'est Payan qui arrive à la suite, quoi. Donc eux ils sont un peu théorie du complot, brûlés sur le bûcher. Déjà, lorsqu'il avait assuré l'intérim d'une maire souffrante, l'ancien adjoint Didier Réau avait évoqué une supercherie. Pour le Rassemblement National, Stéphane Ravier souligne que les Marseillais n'ont été que 35% à se déplacer aux urnes et aucun d'entre eux n'a voté pour élire Benoît Payan, maire de Marseille. Les deux oppositions s'entendent sur une même expression, hold-up démocratique. Merci Lionel Lospin qui offre des abonnements à gogo. C'est honteux. J'ai trigger, là je trigger avec l'accent. Donc bon, là, l'opposition est en furie, d'accord. Jusque dans la majorité, certains juraient qu'il interviendrait dès le 3e tour en juillet pour l'élection du maire. Donc le 3e tour, c'est le moment où le conseil municipal élit bel et bien le maire. Mais c'est bien Michel Rubirola à qui Jean-Claude Gaudin avait remis l'écharpe. Depuis plusieurs semaines, la question n'était pourtant plus, pour certains, et si, mais quand. Je ne crois pas à la machination. Ils sont deux. Ils ont toujours eu ce fonctionnement complexe. Il n'y a pas une victime et un bourreau. Elle a joué son rôle, elle a pris sa décision. Tempère Sophie Camard, la maire des 1er et 7e arrondissements, qui, en tant que Putain, j'arrête. La maire, donc Sophie Camard, suppléante de Jean-Luc Mélenchon, qui est une des figures de l'aile gauche du printemps marseillais, elle a dit qu'elle croit pas à la machination, qu'ils ont toujours eu un fonctionnement à deux, quoi, un peu un binôme. Pour rattraper le coup, après un article du Monde en octobre, qui décryptait son peu d'appétence pour le poste, les communicants qui entouraient la maire avaient poli l'image d'un binôme, se partageant les responsabilités en renouvelant les pratiques politiques. Pas mal ça, renouveler les pratiques politiques.
Mais l'idée de nous on centralise pas sur, enfin on focus pas sur la figure du maire, nous on vous propose un binôme. Mais c'est juste que ouais bon voilà. C'est pourtant un politique chevronné qui s'apprête à s'installer dans le fauteuil de maire, tranchant avec l'image citoyenne de sa prédécesseur. On a beaucoup de retours sur le fait qu'on soit retombé dans une forme de tambouille politique. Il va falloir dissiper cela, s'inquiétait-on lundi au sein du printemps marseillais. Benoît Payan connaît par cœur la recette. Il a passé toute sa vie d'adulte dans les méandres du Parti socialiste et de son organisation de jeunesse, le MJS. C'est un proche de qui, lui, Benoît Payan? C'est un proche de Hamon ou de... Je sais pas qui c'est. Enfin, je vous ai dit, j'ai lu un portrait de lui dans l'IB il y a longtemps, du coup, à l'époque des municipales, donc il y a quelques mois, mais je me rappelle plus du tout. Si ce n'est que l'IB l'avait déjà dans le collimateur en mode « lui, ça, c'est la figure qui va monter », bah il croyait pas si bien dire. Clerc de notaire de formation, celui-ci s'est surtout formé en ayant longtemps travaillé au Conseil général des Bouches-du-Rhône dans l'entourage de Jean-Noël Guérini. Face aux affaires qui s'agrippaient à son patron, c'est une élue PS dissidente, Marie-Arlette Carlotti, qui le sortira du bateau bleu, place à un travail au cabinet de la ministre déléguée à l'époque. D'accord. Il y côtoiera deux de ceux qui forment aujourd'hui son entourage propre. Christophe Pierrel, qui poursuivra sa carrière parisienne à l'Élysée avant de devenir directeur de cabinet de Michel Rubirola, et Arnaud Drouot, aujourd'hui adjoint aux marins-pompiers et aux relations internationales de la ville de Marseille, avec Anthony Crémeyer, qu'il a installé à la mairie des 2e et 3e arrondissements, et Johan Lévy, le nouveau secrétaire général du groupe. Ils forment une équipe omniprésente depuis le début de la mandature, trop au goût de certains. Sur mes dossiers, les choses se décidaient avec le cabinet, avec Benoît Payan, sans que le maire n'y s'intéresse vraiment. Plus souvent, c'était eux qui donnaient la validation politique, notamment dans les situations d'urgence. Raconte un adjoint. De cette formation et ce parcours, donc c'était vraiment la garde rapprochée qui gérait en fait vraiment les trucs, quoi. De cette formation et ce parcours, il garde l'expérience et le sens tactique, mais accepte difficilement de porter les stigmates. Aux yeux de beaucoup dans son camp, c'est désormais aussi son exercice du pouvoir qu'il crédibilise. Un écologiste salue ainsi son parcours, non sans ironie. Pour un socialiste, il est pas mal. Il a fait la meilleure conversion, passer de bébé Guérini à pro-citoyen. Même constat pour Marie Batou, ex-cadre nationale du Parti de gauche et fondatrice du collectif du 5 novembre et désormais adjointe à l'éducation populaire. Le fait qu'un socialiste soit accepté, cela montre l'évolution en un an. Chacun a sa base. Si on est prêt à l'accepter, c'est que notre premier cercle politique est prêt à l'accepter. Et qu'en un an, on a réussi à démontrer des choses et que le PS a montré qu'il était capable de retrouver une ligne cohérente. Un soutien de longue date abonde. Quand il dirige un conseil municipal, quand il arbitre sur les sujets, il montre ses capacités et ses progrès. Les élus qui pour beaucoup découvrent ses fonctions étaient en recherche d'efficacité et de fluidité, c'est ce qu'ils trouvent avec lui. Et puis ils se sont confrontés à la réalité aussi. Merci, Melreus. Parmi ses premières, donc bon, il est convaincant en tout cas, jusqu'à des gens du parti de gauche ou des écolos, pour qui apparemment le passé Jean-Noël Guérini, enfin c'est un Guérini quoi, ne lui pèse pas trop. Donc parmi ses premières décisions figure, selon nos informations, le retrait du rapport instaurant une réforme du droit de grève au sein de la mairie. Il s'agit d'empêcher le recours à des grèves de moins d'1 heure, pénalisantes pour le service, notamment dans les cantines, mais peu visibles sur le bulletin de salaire. Donc attends, le retrait du rapport instaurant une réforme, d'accord, il retire ça. Il retire le recours contre les grèves de moins d'1 heure. Négocié avec le syndicat Force ouvrière territoriaux et l'union CFE, CGC, CFTC, cet accord irrite dans la méthode comme dans le résultat des syndicats. Bon, cet accord irrite les syndicats rivaux CGT et FSU, mais aussi une partie des élus de la majorité, dont le Parti communiste. Le rapport devrait donc repasser par la case négociation, donc il ralentit ce truc-là. Benoît Payan pose ainsi les gages d'un collectif, même si dans l'entourage de la maire démissionnaire, on le décrit comme un adepte d'un fonctionnement vertical, du haut vers le bas, quand Michel Rubirola pensait horizontale et collégialité. Sa réussite passera par cette capacité à maintenir le collectif uni. Déjà, les écolos le mettent au défi en créant un groupe autonome. « Nous continuerons à être unis dans notre diversité pour le respect du contrat commun », a prévenu l'ex-candidat Europe Écologie Les Verts à la mairie, Sébastien Barle. L'enjeu dépasse les frontières de la ville, puisque le modèle printemps pourrait essaimer dans d'autres échéances électorales en juin prochain. Pour tenir nos engagements, il va falloir sortir la tête de l'eau, renouer avec notre base,
mettre beaucoup d'énergie pour les départementales et conserver cette dynamique unitaire, sinon on n'arrivera pas à faire le quart de ce qu'on a à faire pour cette ville, résume Marie Batou, ex-directrice de campagne du Printemps républicain. Voilà, donc situation compliquée à Marseille. Et voilà. Bon, c'est pas très passionnant tout ça, hein. C'est pas très passionnant. Je trouve pas ça très passionnant, en tout cas. J'espère que la dernière enquête, l'enquête sur l'avocat star, voyou marseillais et téléphone crypté, plongée inédite dans la grande criminalité, j'espère que ça sera plus intéressant, mais pour ça, il va me falloir... L'accent, tu vas te faire cancel par Jean-Michel Apathy. C'est pas faux, j'ai un peu fait Jean-Michel Apathy. Merci Yog the Bot. Une bière? Non, pas une bière. J'ai encore redit Printemps républicain. Putain, je suis obsédé par le Printemps républicain. Et, il va me falloir du café. Non, pas du café, juste de l'eau. Donc, juste de l'eau. Je vais remplir cette bouteille de vin vide d'eau. Voilà. Et juste de l'eau. Voilà. Alors, on a fait vite, hein. Bah de l'eau parce que quand tu parles beaucoup, faut boire quoi. Hein. Et moi je parle beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors attendez, je vais voir si je trouve pas. Allez, go. Jean-Louis Quetta, figure du barreau d'Aix-en-Provence, est soupçonné d'avoir transmis à un malfaiteur de haut rang des informations confidentielles sur plusieurs enquêtes concernant des trafics marseillais. Une affaire dont le Monde révèle de nombreux éléments. Donc là, c'est bien, on va rentrer dans une enquête du Monde avec, voilà, on va pouvoir parler un petit peu de travail journalistique aussi un petit peu, et puis on va essayer de comprendre ce qu'il révèle. Donc j'essaie de comprendre. Une figure du barreau, donc un avocat, Jean-Louis Quetta, est soupçonné d'avoir transmis à un malfaiteur de haut rang des informations confidentielles. Donc c'est un avocat ripou qui balance des trucs au secteur de la criminalité, là, des informations sur des enquêtes les concernant, manifestement. Voilà. Il a suffi de quelques instants pour percevoir dans les regards de ses avocats, plein d'inquiétude et de tristesse, que l'issue de la demande de remise en liberté qu'il s'apprêtait à défendre ce 19 février 2020 ne faisait guère de doute. Il a suffi qu'ils sollicitent le huis clos à la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour deviner leur volonté de protéger leurs clients des quelques journalistes présents. Il a suffi, enfin, de les écouter plaider que celui-ci puisse se présenter devant à la barre, plutôt que dans le box, pour deviner qu'il ne s'agissait pas d'un détenu comme les autres. Donc ça, c'est Jean-Louis Quetta, hein, j'imagine. Cet avocat. La chambre de l'instruction avait fait droit à toutes leurs demandes, excepté la plus importante. Maître Jean-Louis Quetta, 69 ans quand même. Merci qui? Merci Veuve Chicot. La chambre de l'instruction a fait droit à toutes leurs demandes. Merci Jacques Toubon aussi pour ton 5e mois. Excepté la plus importante, maître Jean-Louis Quetta, 69 ans, figure du barreau d'Aix-en-Provence, n'a pas été libéré ce jour-là. Il est reparti sous escorte policière vers la maison d'arrêt d'Aix-Luynes, Bouches-du-Rhône, poursuivi pour violation du secret professionnel et révélation d'informations sur une enquête ou une instruction pour crime ou délit puni de 10 ans d'emprisonnement relevant de la criminalité ou délinquance organisée à une personne susceptible d'y être impliquée. C'est très spécifique hein, comme chef d'accusation. En d'autres termes, il est soupçonné d'avoir informé des voyous de haut rang de l'orientation de certaines enquêtes. À l'annonce de sa mise en examen le 6 février, l'affaire avait fait grand bruit à Aix-en-Provence et à Marseille. L'association des avocats pénalistes, l'ADAP, s'était empressée, sans connaître le fond du dossier, de dénoncer les atteintes répétées portées au secret des avocats. Alors, les avocats très corpos, ils avaient dit on attaque un avocat, hop, on défend. Mais l'article précise du coup qu'ils connaissaient pas tellement le fond du dossier. Le temps paraît loin où les imposantes bacchantes de Jean-Louis Quetta s'illuminaient d'un large sourire à l'évocation de son parcours, son amour de la défense pénale et la grandeur de sa mission,
Sa fierté d'avoir défendu auprès de Jacques Vergès le jardinier marocain Omar Haddad, puis d'avoir été sur les bancs de la défense au procès de l'assassinat de la députée Yann Pia en 1994, et d'être devenu, 10 ans plus tard, bâtonnier d'Aix-en-Provence, l'avocat des avocats, comme il disait. Donc en gros, c'est vraiment un avocat qui a un grand passé, qui a un passé important. Une profession embrassée au nom de son père, assassiné en 1971 en Guinée par le pouvoir du président de l'époque, Sékou Touré, lequel l'avait nommé ministre des Armées avant de s'en débarrasser en l'accusant de fomenter un coup d'État. Cette accusation injustifiée a poussé Jean-Louis Quetta à se lancer dans la carrière d'avocat en France, lui qui est né à La Ciotat. La suite du parcours, ce fut Aix-en-Provence, le droit, puis le barreau, et une carrière sans ombre dans cette ville bourgeoise. L'homme a de l'allure, une carrure d'athlète sportif, judo, water-polo, et des talents d'orateur. Comme bien des pénalistes, il commence par traiter de grandes affaires criminelles, puis, de plus en plus souvent, celles liées au narco-banditisme. Devenu un notable aixois, il porte des chemises brodées JLK, ça je sais pas ce que c'est, mais j'imagine que c'est cher, et a droit à un portrait d'une page dans La Provence sous le titre « Et le petit prince africain devint roi ». En 2014, il surprend son monde en se lançant à la conquête de la mairie, n'hésitant pas à distribuer des pins en forme de paire de moustaches, mais les électeurs ne lui accordent que 2,82% des voix. Mais à quoi il ressemble ? Moi, je veux voir à quoi il ressemble, parce qu'il y a un truc... Il y a un truc ici... Putain, je galère. Voilà, ça c'est ça sa tête là, on voit que le bas. Mais on va regarder, on va faire une recherche Google Images. D'accord, c'est lui, Jean-Louis Quetta. Ah, c'est vrai qu'il a une moustache stylisée, hein. Magnifique moustache. En effet. Bref. C'est ses initiales. Ah, JLK, bah oui, Jean-Louis Quetta, mais je suis con. Bon, ok, j'ai compris. En 2014, il surprend son monde, et donc il redevient avocat. L'endroit témoigne de donc son cabinet témoigne de sa réussite professionnelle, de vastes locaux, rue Émeric David, dans l'un des nombreux hôtels particuliers du XVIIe siècle du centre-ville. Sur les murs, il a encadré un mot de son ami Jacques Vergès, mais aussi une carte du terroriste Carlos, qui s'achève par « révolutionnairement vôtre ». Déjà, il paraît sympathique comme ça. Ah, bah il y avait une vidéo là. Attendez, il y a une vidéo, on va se mettre la vidéo. Pour écouter ce mec parler, parce que s'il a de la verve, ça vaut le coup d'entendre un petit peu sa faconde. Jean-Louis Quetta, bonsoir. Donc vous êtes candidat au municipal 2014 à Aix-en-Provence. Candidat sans étiquette, pour quelle raison ? Parce que je considère que les partis politiques ne sont plus crédibles à l'heure actuelle, c'est une évidence. Et puis je suis la voix des sans-voix, société civile, sans aucune espèce d'étiquette politique. Vous savez, le maire d'une ville, il ne fait pas de politique, il ne fait pas la loi. Il est chargé d'appliquer la loi et le règlement, qui sont votés par qui ? La loi est votée par le Parlement, donc le maire est obligé de l'appliquer. Vous êtes, du coup, c'est peut-être plus compliqué quand même de se démarquer quand on n'est pas soutenu par un parti, peut-être financièrement aussi pour la campagne ? C'est terrible, puisque vous avez un cloisonnement en France qu'il faut changer. Lorsque une personne est de droite, elle vous dira « je vote à droite ». Elle est de gauche, je vote à gauche, sans même connaître les prétendants à la mairie. Nous, on essaye, avec toute équipe qui est derrière moi, une équipe brillante, une équipe de sang grade, une équipe de volonté, de bonne volonté, nous essayons de nous faire connaître et nous serons la voix des sans-voix, les oubliés de la République. C'est ce que nous allons représenter. Mais est-ce que c'est compatible, voilà, les personnes de la société civile qui ont l'habitude justement de s'identifier à un parti, demain, voilà, de faire confiance à une personne ? Il ne faut pas que tout soit figé. Il faut justement une nouvelle émergence. Et cette émergence, c'est ce que nous proposons. Société civile, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est au cœur des préoccupations du citoyen et qu'on ne va pas se compromettre avec des partis politiques. Tous les partis politiques à l'heure actuelle, vous entendez ça et là, on dirait que nous sommes devant un tribunal correctionnel ou presque une cour d'assises. Ils sont pratiquement tous mis en examen. Nous, on vérifiera avant tout les casiers judiciaires. Vous avez fait une garde à vue, vous n'êtes plus admis dans notre parti. Du coup, on le comprend. Eh ben, dis donc, ironie du sort quand tu nous tiens.
Et puis les années ont passé, donc ça c'était en 2014, il se présente, je vous rappelle que l'article s'ouvre sur le fait qu'il est actuellement en détention, hein, ce garçon. Et puis les années ont passé, bientôt 38 ans au barreau d'Aix-en-Provence. Certains confrères bienveillants ont commencé à lui suggérer de prendre sa retraite, estimant qu'il était temps, l'âge venu, de passer la main. Il ne les a pas écoutés. Se doutait-il, ses confrères aixois ou marseillais, que certains dossiers dans lesquels il intervenait menaçaient de se refermer sur lui comme un piège ? C'est très chargé hein, comme écriture, je trouve, mais c'est le style des enquêtes quand tu veux faire un peu littérature, quoi. C'est les gratte-papier de journaleux là qui essaient d'avoir un peu de style. Merci, bonjour Cucurès. Ah oui, non, tu dégages. Tu dégages complètement, en fait. Pourquoi je dis merci? Parce que c'était en gris. Mais non, ça dégage de ouf. Dans les couloirs de la juridiction interrégionale spécialisée, JIRS, de Marseille, les magistrats chargés des affaires de criminalité organisée savent que le réflexe corporatiste de l'ADAP, ou les murmures de ceux qui pensent que des juges veulent se payer un avocat, pèse bien peu face aux éléments recueillis contre Maître Keita. Pour eux, ce dossier a pris un tour particulier le 21 janvier 2018 sur fond de règlement de compte entre trafiquants de stupéfiants. Ce jour-là, les policiers mènent une perquisition chez Abdelmoumen M, un jeune homme soupçonné d'avoir joué un rôle dans l'assassinat le 16 février 2017 de Kader B, membre d'une équipe rivale. Merci, Captain Polype. Donc Kader B, membre d'une équipe rivale, retrouvé criblé de balles et en partie carbonisé dans une Renault Twingo sur l'autoroute A55. Une exécution pure et simple, sous les yeux des automobilistes. Merci aussi Sanglier de Cornouailles pour ton prime. Lors de la perquisition, les enquêteurs saisissent, donc la perquisition chez Abdelmoumen M, celui qui est soupçonné d'avoir tué Kader B. Lors de la perquisition, les enquêteurs saisissent du matériel de pro du banditisme, hein, une balise de fabrication russe destinée à suivre en temps réel le véhicule de rivaux qu'il conviendrait d'éliminer, des détecteurs de balises, des cartes SIM, une compteuse de billets, des feuilles de compte, plus de 20 000 € en espèces et surtout un téléphone BlackBerry protégé par la technologie de cryptage PGP. Ça rigole pas du tout. Ouais, en bande organisée, mais là ça prend tout son sens, quoi. Les messages qu'il contient n'auraient jamais dû être exhumés. Mais les technologies évoluent. Et l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN, a fini par contourner le chiffrement de l'appareil, offrant ainsi aux enquêteurs une plongée sans filtre dans les coulisses de la grande criminalité marseillaise, cet univers ultra-violent où Maître Keita, pourtant aguerri, est aujourd'hui soupçonné de s'être égaré. Un message les intrigue particulièrement, daté du 7 novembre 2017. Il est signé Baba et adressé à un certain Philippe. Attends, mais en fait, faut que je mette la zig de fait entrer l'accusé, par contre. C'est obligé. C'est obligé. Je l'avais fait aussi pour le truc sur le chien Curtis, là. Donc voilà, pas le générique on l'a déjà. Attends, ça c'est tous les petits jingles. Non, c'est que ça, voilà. Ah bah non, mais ça veut dire faut que je mette mon casque. Attendez, je me mets en configuration parce que je pense que cet article va être long. Donc je me mets en configuration, narration, et je mets le casque. Et en plus, l'histoire, elle m'intéresse. J'espère qu'elle vous intéresse aussi, j'espère qu'elle vous passionne au plus haut point. Le casque. Donc qu'est-ce qu'on a retrouvé dans ce BlackBerry de Abdelmoumen M? Je sais plus. Donc, hop, faites entrer l'accusé. Voilà. Un message les intrigue particulièrement. Ça va le volume? On est mieux ou pas? Comme quoi, quand il cherche vraiment, il les trouve les infos. Oui, c'est clair, ouais. Nickel. Daté du 7 novembre 2017, il est signé Baba et adressé à un certain Philippe. Le premier rend compte au second des investigations en cours dans une affaire de double assassinat, dans laquelle le frère d'Abdelmoumen M, surnommé Toufik, a été placé en garde à vue. Les enquêteurs suspectent vite M. Keita d'être Baba. N'est-ce pas lui qui assure la défense de Toufik? Quant au destinataire du message, ce serait Mohamed Djeha, un trentenaire suspecté d'être l'un des chefs du trafic de stupéfiants de la cité de la Castellane, dans les quartiers nord de Marseille.
De fait, le message de Baba trahit un accès direct aux coulisses de l'enquête et livre au sujet de Toufik des précisions dignes d'un habitué du monde judiciaire. Ça y est, je suis sorti, est-il écrit. On lui reproche des faits qui remontent au 24 juin 2016 à 22h30. 2 jeunes ont été abattus cité Consola à l'aide de Kalash. 2 autres ont échappé miraculeusement à la mort. On est sûr que Toufik n'est pas le tueur. Ils veulent lui faire dire qu'il a préparé ou livré 3 voitures. On lui pose toujours la même question. Êtes-vous monté dans une Clio RS, une Mégane RS ou une BMW 330 D-Break ? On lui a présenté les photos des victimes qu'il ne connaît pas, ainsi qu'une planche photo comprenant 8 personnes dont lui, il n'a reconnu personne. En revanche, une autre personne a été interpellée aujourd'hui qui, elle, reconnaîtrait sa participation à la livraison des VH, véhicules, pensant qu'il montait sur un braco. Je ne connais pas son nom, je le saurai peut-être demain. Le nôtre tient bien le coup. Ils doivent avoir trouvé son ADN dans 1 ou 2 voitures, je le saurai demain. Le portable me précise que mon abonnement expire le 6 décembre prochain. Je me devais de te l'indiquer. Donc voilà, ça c'est le message de Baba, qui parle de Toufik à son cousin, qui s'appelle Abdelmoumen. Attends, c'est son cousin ? J'essaie de comprendre, hein. Non, c'est son frère, c'est pas son cousin, c'est son frère. 2 jours plus tard, le 9 novembre, Baba rédige un autre message. Je rentre à l'instant de sa garde à vue. Il ressort de celle-ci qu'il est incontestable qu'il a bricolé 2 des 3 véhicules mis en cause. Je ne sais toujours pas comment ils font le lien entre les 2 meurtres et ces véhicules. Il a touché la BMW et la Clio, pas la Mégane. Il les a amenés du haut de l'hôpital Nord dans des box sur indication d'un inconnu. Le gitan, pour sa part, a reconnu qu'on lui avait commandé des VH pour faire un camion de cigarettes, pas un meurtre. Il travaillait avec 2 mecs qu'il n'a pas donnés, ni le nom des personnes qui ont passé commande de ces voitures. A priori, le gitan était suivi depuis longtemps et dans tous ses déplacements, ils l'ont même écouté. Toufik a été obligé de reconnaître qu'il a servi de petite main naïve et qu'il n'a pris aucune précaution pour masquer ses empreintes. Encore quelques lignes le 18 novembre. J'ai vu le petit ce matin, et je lui ai même apporté des cigarettes, il fume trop. J'envisage un rendez-vous avec P, un avocat, et le gitan afin qu'ils se mettent d'accord sur la future confrontation. Il m'a rassuré en me disant qu'ils ne sont au courant de rien en ce qui le concerne. Par ailleurs, j'ai compris que le juge avait les résultats des ADN, mais qu'il ne les a pas toutes communiqués pour essayer de coincer le maximum de monde. Faut donc toujours être d'une extrême prudence. Le petit se fait prendre parce qu'il ne portait pas de gants. C'était pourtant simple d'en mettre. Voilà les dernières nouvelles. Je t'embrasse. Le même jour, à 18h15, Mohamed Djeha, Philippe selon les enquêteurs, informe à son tour Abdelmoumen M, le frère de Toufik. Un texte truffé de fautes mais révélateur du contexte. J'ai eu le baveux. Il l'a vu, oui, aujourd'hui. Oh putain, c'est illisible. D'accord, ils ont reproduit les fautes d'orthographe. Donc ça, c'est Mohamed Djeha, Philippe selon les enquêteurs, qui informe à son tour Abdelmoumen M, le même qui avait reçu du coup les longs textos de l'avocat dont on parle dans l'article, hein, Keita. Et donc Mohamed Djeha lui parle aussi, il dit donc j'ai eu le baveux, il l'a vu, oui, aujourd'hui. Il va bien ton frère et il cherche à lui coller les dossiers mais il y a rien que dalle. Il a rendez-vous avec le baveux à Mich et ton frère et lui-même pour préparer le dossier ensemble avant les confrontations entre les 2 Mich et lui. Ça va bien se passer. Il me dit aussi fais gaffe au tel, il vous écoute et ne parle jamais du baveux à quelqu'un des infos ou quoi. Tu sais, ce baveux, personne sait ce qu'il fait. C'est important, ne parlez jamais des relations. Il enquête encore ces bâtards de Schmitt, fais gaffe toi aussi. D'accord, donc là, faut pas parler de l'avocat. Jean-Louis Keita a été remis en liberté le 15 avril, mais il reste soupçonné d'avoir transmis, en 2017 et en 2018, des informations couvertes par le secret de l'enquête à un voyou d'envergure dans 4 procédures, 3 à Marseille et 1 à Toulouse, menées pour des faits d'association de malfaiteurs, de meurtres et d'assassinats en bande organisée. Ces affaires sont d'autant plus sérieuses qu'elles s'inscrivent dans la longue histoire de la guerre que se mènent à coups de Kalachnikov des hommes désireux de contrôler le trafic de cannabis dans le sud de la France. Elles disent aussi la haine que se vouent au moins depuis 2016 2 clans rivaux, de mort en mort, de vengeance en vengeance, et sur fond de rivalité commerciale, cette haine n'a cessé de grandir. De nombreux messages entre Djeha et ses lieutenants témoignent de ces tensions au début de l'année 2018, quand des soupçons commencent à peser sur Maître Keita. À lire ces échanges, les troupes de Djeha seraient alors engagées dans un conflit dont personne côté adverse ne doit réchapper. Malgré les progrès de différentes enquêtes policières, dont la moindre avancée finit par leur venir aux oreilles, l'heure est à la mobilisation. Ainsi, un message précise qu'il faut
éradiquer tout ce qu'il y a sur notre liste, pas un va en réchapper. Mais le plus important, c'est de continuer le Mossad. Le Mossad ? Car quand on va taper, on va plus s'arrêter. Comprendre qu'il s'agit de continuer... Ah, le Mossad, c'est ça. Le Mossad, c'est le nom des services secrets israéliens. Et donc, le Mossad, il veut dire qu'il faut continuer à s'informer, quoi. Il faut continuer l'espionnage sur la bande adverse. Comprendre qu'il s'agit de continuer à s'informer sur leur cible, comme le ferait le service de renseignement israélien, le Mossad, avant de taper, autrement dit tuer. D'accord, ok. Putain, mais c'est flippant de ouf, hein, leur truc. Ils sont flippants de ouf. Dans un rapport de synthèse de la brigade criminelle de la police judiciaire de Marseille daté du 8 février 2018 et consacré à l'assassinat de Kader B, un capitaine désigne clairement Mohamed Djeha et son entourage. Djeha est le chef incontesté de cette équipe, donnant les instructions pour le déplacement des armes, pour la gestion du trafic de stupéfiants et la rémunération de l'ensemble des protagonistes. L'ensemble des décisions lui revenaient, et les projets criminels étaient menés par lui. Condamné par défaut en 2019 à 10 ans de prison pour le blanchiment de sommes colossales provenant du trafic de drogue, Mimo, comme il est surnommé, avait alors été décrit comme le mystérieux donneur d'ordre qui, bien que domicilié à Dubaï, semble être à même de gérer à distance le rapatriement et la répartition des fonds issus du juteux trafic de stupéfiants. À la Castellane, son fief, le chiffre d'affaires quotidien de ce business avait été évalué en 2013 entre 50 000 et 80 000 euros. Ça, c'est le chiffre d'affaires quotidien, entre 50 000 et 80 000 euros. 4 ans plus tard, les policiers ont la confirmation de sa place dans la hiérarchie de la criminalité locale. Le 26 septembre 2017, lors d'une surveillance, ils ont en effet la surprise de constater que l'un des lieutenants de Djeha s'entretient avec Michel Campanella, réputé être le dernier parrain de la ville. D'après la police, il s'agit à l'époque pour Djeha d'apaiser les tensions existantes avec les Corses, dont il parle comme de la mafia, avec lesquels le clan de la Castellane veut la paix. Djeha est aujourd'hui en fuite, laissant le soin à d'autres d'écrire son histoire. Celle d'un trentenaire, né le 21 septembre 1981 à Béjaïa, ville côtière de la Kabylie, devenu par la suite un enfant de la Castellane, où il a grandi avec ses 2 frères et ses 2 sœurs. Celle d'un homme soupçonné d'avoir contribué à faire de cette cité de près de 4500 habitants un lieu majeur du trafic de stupéfiants, et donc d'être impliqué plus ou moins directement dans les violences de la dernière décennie. Au cours de la seule année 2016, 27 jeunes hommes avaient été tués sur fond de trafic de drogue. Djeha insaisissable. En 2018, non loin de la Castellane, les policiers frappent à la porte d'une villa où vit sa mère, femme de ménage, veuve depuis 1990. Mais celle-ci assure n'avoir plus aucun contact avec son fils. Mohamed, je sais pas où il vit, je sais pas ce qu'il fait. La famille aurait coupé les ponts depuis le mariage d'un de ses frères en 2012. Nous avons eu une dispute ce jour-là, précise sa mère. Il est parti et n'a plus donné de nouvelles. Michel Campanella semble mieux renseigné. À l'occasion d'un échange avec des amis captés en décembre 2019 par des policiers, donc Michel Campanella, c'est l'ancien parrain, le dernier parrain apparemment de Marseille. À l'occasion d'un échange avec des amis captés en décembre 2019 par des policiers dans le cadre d'une autre enquête, le parrain supposé du milieu marseillais donne quelques nouvelles de Mimo, en affirmant que celui-ci est très riche et vit à Dubaï, où il se serait associé avec Karim A, un ancien agent de joueur de football proche de l'Olympique de Marseille. Voilà des années que Djeha hante les procédures de la JRS sans jamais avoir été interpellé. C'est vraiment une grosse pointure, mais on ne parvient pas à mettre la main dessus, déplore un magistrat. La peur qu'il inspire l'a préservé de tout témoignage incriminant. Des hommes réputés plus ou moins proches de lui ont bien été entendus, mais tous sont assurés, pour ainsi dire d'une même voix, ne pas le connaître. Les immenses précautions prises par ailleurs pour garantir la confidentialité de ces échanges l'avaient jusqu'ici protégé de la curiosité des policiers. En 2017, certains d'entre eux ont assisté médusés à l'effacement à distance des données d'un téléphone saisi sur Farid B, un collecteur d'argent suspecté d'agir sous les ordres de Djeha. Maître Jean-Louis Quetta, s'il est bien l'auteur des messages mentionnés plus haut, n'aura pas eu cette chance. On revient à Quetta, putain c'est ouf. Ouais, c'est nébuleux. Quel plaisir à quand le... Nébuleux as fuck, ouais. Quel plaisir à quand le docu Netflix. Ouais. Badass quand même. Eh ouais, l'effacement du truc à distance, j'avoue, les policiers étaient sur le cul. Mais donc du coup, Quetta, lui, il a pas eu cette chance. Lui, ses textos ont été gaulés, donc il a envoyé ça du coup sur un Blackberry à quelqu'un qui était soupçonné de quoi déjà ? De l'assassinat d'un autre mec. Je ne suis pas Baba, a-t-il maintenu devant le juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution le 6 février 2020, reconnaissant juste avoir été le conseil de Mohamed Djeha en 2017 pour un simple aménagement de peine.
10 fois, 20 fois, Maître Keïta a clamé son innocence. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas l'auteur de ce message. Celui qui rédige les messages les rédige en style littéraire pour faire croire qu'il est avocat et donner plus de poids au message. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Au milieu de ces dénégations, l'ancien avocat des avocats laisse toutefois entendre que sa parole n'est pas si libre qu'il n'y paraît. Vous voulez me faire dire des choses qui pourraient me mettre en danger. Admettre que je suis Baba, ce serait admettre que mon interlocuteur serait Djéa, ce qui n'est pas le cas. Vous voulez tout faire pour que je dise que je suis Baba pour coincer Djéa, ce qui n'est pas le cas et jamais je vous le dirai. Vous voulez des aveux pour mettre en cause Djéa. Vous avez suffisamment d'éléments pour me mettre en examen, ce que vous allez faire et éventuellement me renvoyer devant le tribunal qui statuera. Et d'ajouter, je ne fais pas partie de la criminalité organisée. Qui peut prétendre connaître les raisons qui l'ont conduit à cette situation ? À voix basse, certains de ses confrères suggèrent diverses hypothèses comme autant d'éléments à sa décharge. À les entendre, la clientèle pénale du narcobanditisme marseillais de cité, comme l'appelle la PJ, serait devenue si puissante qu'elle pourrait pousser un avocat solide à toutes les compromissions, le pousser et même le menacer, une fois les honoraires encaissés. Ainsi, certains malfaiteurs n'hésiteraient plus à proposer aux avocats une liasse de billets contre un CD contenant les informations confidentielles d'une procédure pénale, donc de la corruption. Autre hypothèse, la concurrence entre pénalistes, si intense qu'il faudrait être prêt à toutes les ententes, fussent-elles illicites, pour conserver les dossiers majeurs. Certains soulignent enfin que les relations entre magistrats et avocats se seraient tant dégradées ces derniers temps, que des affaires délicates, autrefois réglées en tête-à-tête dans le secret d'un bureau, sont désormais judiciarisées. C'est-à-dire que, ouais, en gros, avant, les juges s'arrangeaient avec les avocats, quoi. Et maintenant, non. C'est la fin de ce mode de fonctionnement. En même temps, il est quand même moins opaque de passer devant la justice, c'est quand même un petit peu plus la République, quoi. La musique est un peu forte, bah, je vais la baisser. Voilà. Où est la vérité dans le cas de Jean-Louis Quetta ? Donc vous voyez, on peut aussi imaginer que Jean-Louis Quetta se soit retrouvé piégé aussi, et parce que on lui aurait proposé des trucs, et puis ensuite on l'aurait peut-être menacé aussi, même s'il acceptait pas de livrer ce genre d'informations, etc. Après, il y a des je t'embrasse et tout dans les messages qui laissent supposer qu'il y a peut-être une proximité qui ne tient pas seulement de la menace, il y a peut-être une complicité qui tient un peu plus de la bonne entente. Où est la vérité dans le cas de Jean-Louis Quetta ? Sollicité, ni lui ni son conseil, maître Dominique Mattei, n'ont accepté de répondre aux questions du Monde. Ce dernier a juste souhaité préciser par courriel « Je veux rappeler l'avocat qu'a été Jean-Louis Quetta et les responsabilités les plus éminentes qu'il a exercées au sein de la profession. Je m'étonne qu'il puisse être mis en cause dans une affaire de cette nature. La gestion de la clientèle pénale peut parfois être dangereuse et exposer l'avocat à des suspicions. » Depuis la prison de Draguignan, dans le Var, où il avait été transféré quelques semaines avant sa libération, Jean-Louis Quetta a écrit à son bâtonnier lui demandant de ne plus être inscrit au barreau. Ce fut chose faite. Le 6 février, les juges d'instruction Antoine Derieux et Isabelle Couder lui avaient alors demandé comment il envisageait la suite de sa carrière. Il avait alors répondu « Elle est morte. Ma réputation, mon honneur, ma dignité. Ce que j'ai vécu en garde à vue, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Comme on dit en football, triste fin de match. Je n'ai jamais failli. » Eh ben. Bon, bref. Quelle histoire ! Quelle histoire, putain, je connaissais pas ces trucs-là de guerre des gangs, en gros dans le sud pour le contrôle de la drogue et tout. C'est assez ouf. Et puis ce nombre de morts aussi. 27 mecs retrouvés tués en un an à Marseille. Putain, Marseille c'est chaud, Marseille c'est Chicago, hein. Je sais pas, moi j'ai envie de le croire, il a une bonne tête, mais en même temps je me dis que bon, l'homme est aisément corruptible quand même, donc bon. Il a simplement été lâché par la magistrature, bah, c'est une des pistes qu'évoque le truc, c'est-à-dire avant, on réglait ça dans le bureau du juge, et maintenant on judiciarise. Mais que fait la police ? Bah la police elle galère justement, elle galère, elle est à la peine. Et c'est plus facile de choper l'avocat que de choper, comment il s'appelle, Djéa, le mec voilà, Djéa, qui est à Dubaï, tranquille, et qui apparemment continue de palper depuis Dubaï, et d'organiser, et de payer les gens, et tout, c'est complètement dingue. Bon,
Mm. Oh là là, ça va trop vite, vous avez trop de commentaires aussi. Sans faire le conspi, si JA a un hacker à sa solde capable de supprimer des messages à distance, il y a peut-être rien qui l'empêche d'en rajouter de la même façon. Oui, et on a vu qu'on avait saisi, ils avaient saisi aussi des balises, du coup, d'origine russe. Des balises et des détecteurs de balises à placer sous les bagnoles pour savoir où sont les gens. Et apparemment du matos d'origine russe, donc il y a peut-être des hackers russes dans le truc, et des espions chinois dans le chat, mais il y a des espions russes, peut-être des hackers russes, je sais pas. La drogue génère énormément de cash, oui, oui, oui. Comme quoi le télétravail, ça marche. Mm. Et nous, on fait les kékés quand on sort sans attestation. Bah c'est fini là, les attestations. Si t'as du pognon, t'as des hackers et du matos. Bon, bah voilà, oui, c'est vrai que les flics sont quand même assez occupés à taper sur les gilets jaunes et à gérer la contestation sociale. C'est beaucoup plus compliqué de démanteler. Mais c'est ça que fait la police. Ça pourrait être son boulot. Démanteler les gros réseaux plutôt que de faire chier les petits dealers. C'est pas compliqué le hacking en vrai. Bah bon. Le docu Arte sur les hackers russes est sympa. À Marseille, on touchait de la quoi? Bon, j'ai pas eu le temps de lire, c'est passé. À Marseille, ils poursuivent les petits clients. Ah ouais? Eh ben, ça c'est très utile, bravo. PGP, ça coûte 1000 balles. C'est quoi PGP? En vrai, je suis sûr, il y a masse de policiers complices. Bah, quand t'as autant de pognon, je pense que tu peux bien avoir quelques policiers dans la boucle, ouais. Les gilets jaunes à Marseille, ils sont pas si nombreux qu'à Paris, ouais. C'est pas comme s'ils investissaient des moyens colossaux dans la répression anti-drogue, ça je sais pas. Non mais arrêtez, c'est pas du hacking, n'importe quelle société avec une gestion du matos, elle t'efface un smartphone dans sa flotte à distance. Ah bon, bah moi je sais pas moi. Bonsoir Kinder. PGP, protocole de chiffrement de données, d'accord. De chiffrement. De poney. Théorie du complot, complotiste. Ah, le PGP, c'est le système de cryptage natif du BlackBerry. D'accord. Bah ça, on l'a vu, il l'avait craqué, c'était bon en début d'enquête, et c'est à cause de ça que Keta a été chopé. Les gens Thinkerview dans le chat. C'est pas faux, c'est pas faux. Ton iPhone, tu l'effaces à distance avec iCloud. Je sais pas si ça marche. Tu es content de cette soirée marseillaise? Bah je sais pas, j'ai appris des trucs. J'ai appris des trucs, mais enfin bon, faut falloir que j'aille à Marseille un jour. Mais ça m'a l'air un peu dangereux quand même.